Écoutez, il va être là, on va attaquer. Je ferai d'abord simplement deux petites annonces. C'est notre dernière conférence avant les vacances. Nous reprendrons bien sûr au mois de novembre, sur un programme qui est quasiment élaboré. Et puis, simplement, vous aurez la sortie du mois de juin. Alors, on est arrivé à la mettre sur pied, quelques avatars. Ça se fera finalement un jeudi, parce que c'était une question de disponibilité des lieux. Et normalement, le jeudi 13 juin, on vous le confirmera bien sûr par une invitation. On vous proposera de partir voir le château de Montesquieu à la Brenne, avec un déjeuner au restaurant. Et le matin, il y aura également quelque chose de prévu. C'est une chartreuse. J'ai oublié ce que c'est, Serge, rappelle-moi. C'est une chartreuse. Une maison remarquable qui est à La Trêve. Voilà. Donc on vous confirmera ça pour le 13 juin. Voilà. Alors, comme c'est la dernière conférence avant les vacances, je voudrais quand même avoir une pensée pour toute l'équipe qui s'occupe de ces conférences, puisque ça ne se fait pas tout seul, et puis il faut organiser. Il y a du travail, dans l'arrière-boutique, il y a du travail. Donc j'aurais une pensée pour celles et ceux qui préparent. Il y a toutes les dames qui s'occupent de la préparation du cocktail, Dani, Jacqueline, Marie-Thérèse, Marie-Claude, Marie-Hélène et Victoire, j'espère ne pas oublier. Nous avons notre grand échanson, Philippe, qui officie au buffet et qui s'occupe des vins, et puis après, Yannick qui s'occupe de la technique, Catherine, je ne dis pas Catherine, qui s'occupe de notre table de livres, Serge qui est l'homme aussi utile dans beaucoup de tâches, notre vice-président Guy Pétrus qui va être par là, Lignac. Donc voilà, je pense que je vous positionne. Vous avez les dames de l'accueil aussi, j'ai oublié, pardon, notre secrétariat qui est à l'accueil avec Isabelle, avec Marie-Aude et Monique. Voilà. Bon, alors... Alors ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de vous recevoir, M. Vimard, puisque en tant qu'historien à la Sorbonne, il y a l'université de Liège, c'est ça, Catherine ? Saint-Louis de Bruxelles. Voilà. C'est un honneur, donc un plaisir de vous recevoir dans notre cité. Alors, les mousquetaires, mais bien sûr, c'est un nom qui est légendaire. Les trois mousquetaires, évidemment, on les connaît tous, puisqu'on a tous lu les romans d'Alexandre Dumas, les trois romans d'Alexandre Dumas, qui ont été écrits à partir de 1844. Mais c'est devenu aussi un véritable mythe international. Parce que pas moins de 35 films ont porté à l'écran ce thème des mousquetaires et des personnages qui tournent autour. Et y compris des films à Hollywood, des films italiens. C'est énorme. Et de ça depuis les débuts du cinéma. Donc c'est devenu vraiment un mythe international. Et puis plus récemment, les derniers qui sont sortis, les deux magnifiques films de Martin Bourboulon, que je vous recommande si vous les avez déjà vus, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan et Les Trois Mousquetaires Milady, pour lesquels vous avez été leur conseiller historique. Alors ensuite, je rappellerai aussi que ce nom prestigieux a été utilisé dans différents domaines. Je ne citerai que le sport. Rappelez-vous des mousquetaires du tennis qui avaient gagné la Coupe Davis en 1927. Brotra, Cochet, Lacoste et Brugnon. Et puis bon, vous avez une grande enseigne qui se réfère aux mousquetaires, une grande enseigne de distribution, que je ne nommerai pas. C'est déjà fait. Voilà. Et puis n'oublions pas aussi tous ces établissements, ces restaurants, ces auberges de la Gascogne en particulier. Tiens, les mousquetaires, on en trouve un certain nombre des auberges qui s'appellent les Mousquetaires ou d'Artagnan, et en particulier pas très loin du petit village de Lupiac, qui est en Gascogne, qui est dans le Gers, puisque c'est près de ce village, sur le territoire de ce village, qu'est né notre vrai d'Artagnan, Charles de Batz de Castelmore. Il est né près sur le territoire de Lupiac. Et je vous recommande le petit musée qui est à Lupiac, un petit musée d'Artagnan qui est très sympathique. Alors, ça sera moins léger maintenant de vous dire qu'à une époque où la paix dans notre monde se lézarde gravement,
Ben, nous pouvons éprouver le besoin de nous pencher aussi sur l'histoire militaire. Et donc là, on va être dans un chapitre d'histoire militaire et en même temps sociale. Alors, ces mousquetaires, que furent-ils? Une garde rapprochée pour le roi, une troupe d'élite pour la guerre, pour l'armée du roi. Est-ce qu'on pourrait les comparer à ce qu'on appelle aujourd'hui nos forces spéciales? Peut-être aussi une police. On se souvient que D'Artagnan a été chargé par Louis XIV d'arrêter et de garder ensuite Nicolas Fouquet dans sa prison. Et c'est donc à partir de votre travail de recherche, de thèse, sur ce corps militaire, qui était une approche nouvelle et innovatrice et inédite, parce que c'était la première fois que une étude poussée était faite sur le corps des mousquetaires. Vous avez mené cette thèse, et à partir de cette thèse, évidemment, vous avez écrit un très très beau livre, Les Mousquetaires du Roi, qui sera proposé, bien sûr, à la vente dédicace de nos auditeurs, par la librairie Acacia. Donc, à partir de ce travail, vous allez nous conter quel était le rôle de ces soldats, et qui étaient-ils aussi, ces mousquetaires du roi. Et nous vous écoutons, nous vous remercions. Oui, je vous remercie pour votre accueil, puisque c'est la dernière conférence de l'année, on va essayer pas de l'année civile, enfin pas civile justement, on va essayer de la finir avec panache. Alors, 35 adaptations, moi je suis monté jusqu'à à peu près une centaine, hein, en comptant les dessins animés, les séries télévisées, etc. La première, c'est 1903, c'est Georges Méliès, c'est une première adaptation des Trois Mousquetaires, donc ça dure à peu près une fois tous les 10 ans, les Mousquetaires font un peu la une de l'actualité cinématographique. Conseiller historique, oui, sur les deux derniers films, alors en général je ne le dis pas trop fort, puisque historiquement parlant, c'est un peu une catastrophe, hein, les costumes, etc. Donc je leur ai rendu un rapport, ils en ont fait ce qu'ils voulaient, mais ça reste du cinéma. Il faut bien prendre conscience du fait que c'est une œuvre d'art. Après, voilà, le réalisateur est un artiste. Alors pour cette conférence, oubliez les Trois Mousquetaires, oubliez Alexandre Dumas et Auguste Maquet, hein, puisque les Trois Mousquetaires, c'est un roman qui a été écrit à 4 mains, ainsi que les deux suites. Oubliez Tous pour un pour tous aussi. On va remonter le temps à la découverte donc des vrais mousquetaires. D'ailleurs, saviez-vous que leur véritable cri de ralliement n'était pas tous pour un et un pour tous? C'est une formule qui est tout droit sortie de l'imagination des romanciers. En réalité, dès que l'un des leurs était en danger, les mousquetaires prononçaient un cri de ralliement, en fait, qui était « à moi, mousquetaire », tout simplement. Ce cri de guerre ne se distinguait en réalité pas de celui des autres régiments. Hein. Les soldats du régiment d'Auvergne criaient « à moi Auvergne », et alors tout de suite il y avait des camarades dans le coin, ils arrivaient. Donc ça c'est pour le cri de ralliement. Et la devise, enfin les devises des mousquetaires, on les verra ensuite. Pas trop vite. La force donc de Dumas et d'Alexandre Dumas et d'Auguste Maquet fut de créer un écrin historique tout à fait cohérent historiquement pour les aventures purement fictives de leurs héros, à tel point parfois que ces récits finirent par éclipser la véritable histoire des mousquetaires. Et justement, jusqu'à présent, mes travaux, je les ai commencés il y a une dizaine d'années, jusqu'alors, aucun travail de recherche historique n'avait été mené sur les mousquetaires. Les mousquetaires de fiction avaient éclipsé les vrais mousquetaires, et pourtant, je peux vous dire que les aventures des vrais mousquetaires sont bien plus palpitantes et plus nombreuses, surtout. Donc, alors, à travers quelques grandes dates, on va essayer de suivre un peu leur histoire de manière dynamique. Je vous propose de partir à la découverte donc, de ces mousquetaires, de ces vrais mousquetaires du roi, et vous démontrer donc qu'ils n'avaient rien à envier à leurs homologues de fiction. Donc finalement, hein, les aventures sont circonscrites aux seules pages du roman. Alors, c'est Louis XIII qui crée les mousquetaires, mais leur origine, elle remonte bien à Henri IV. C'est Henri IV, donc ce roi qui est en perpétuel danger, hein, pour plusieurs raisons. D'abord, son prédécesseur, il ne faut pas l'oublier, Henri III, a été assassiné. Donc, premier régicide.
on succède à un régicide. Ensuite, c'est un roi protestant, catholique, maintes fois converti, reconverti. Il n'est guère apprécié des deux camps. Il va réchapper d'ailleurs à plus d'une dizaine, j'ai plus le chiffre en tête, mais je l'avais écrit, mais plus d'une dizaine de tentatives d'assassinat. Et puis, les guerres de religion, elles ne sont pas terminées. L'édit de Nantes, ça ne met pas fin aux guerres de religion, c'est plutôt le siège de La Rochelle à la fin des années 1620, 1627-28, qui va vraiment mettre fin aux guerres de religion dans le royaume. Et puis les dragonnades sous Louis XIV, mais bon, n'allons pas trop loin. Donc vers 1593, ce roi qui se sent en danger décide d'étoffer sa garde, ne pouvant se fier aux anciennes unités qui composaient alors la garde royale. Donc on avait des compagnies de garde du corps, etc., je vous les présenterai tout à l'heure. Sauf qu'elles sont toutes commandées par des grands nobles de la cour, et il ne sait pas s'il n'y en a pas un qui va se retourner contre lui à un moment ou à un autre. Donc il décide d'y ajouter une double unité, la compagnie des chevaux légers du roi, et à laquelle est adjointe une petite unité de 50 carabins, qui accompagnent toujours, qui secondent les chevaux légers. C'est aussi une manière de moderniser la garde royale d'un point de vue militaire, puisqu'on y ajoute pour la première fois un type d'unité en plein développement dans les armées françaises mais aussi européennes, c'est la cavalerie légère. Donc les carabins sont peuplés alors de Gascons, de Béarnais principalement, et de gentilshommes issus également du sud-est. Pourquoi? Parce qu'en fait Henri IV sait qu'il peut leur faire confiance, contrairement aux autres. Alors ces carabins, ils ont la particularité de combattre à pied et à cheval. Les chevaux légers généralement restent à cheval, les carabins qui les suivent entament l'ennemi à cheval et puis peuvent mettre pied à terre et finir à pied. Je précise ça parce que ça va être important pour les mousquetaires. En 1622, Louis XIII décide, donc les carabins escortent le roi dans tous ses déplacements, excepté le jour de son assassinat. Il est sorti sans escorte, bien mal lui en a pris. En 1622, Louis XIII décide de moderniser cette unité de 50 carabins, dont il est particulièrement content, puisqu'il vient de les utiliser au cours du siège de Montpellier, en 1622, donc. On est encore dans ces relents de guerre de religion, puisque le but est d'anéantir des poches protestantes. Donc il refonde le corps, Louis XIII, les 50 carabins sont portés à 100 mousquetaires, et les carabines sont remplacées par des mousquets à mèche, et c'est ainsi que les carabins deviennent mousquetaires. Tout simplement, on désigne en général les unités selon leur type, leur mode de combat. Les chevaux légers parce que cavalerie légère, etc. etc. Les gendarmes, c'est les unités de gendarmerie lourde. Le mousquet, c'est une arme intrinsèquement liée aux mousquetaires du roi. C'est le mousquet à mèche, donc, qui est la seule arme fournie aux frais du roi. Vous allez voir qu'en réalité, les mousquetaires l'utilisent très peu, et je vous expliquerai pourquoi. Le roi modernise en fait l'une des unités de sa garde, tout en renforçant sa particularité tactique, ce sont des fantassins montés. Alors imaginez, le mousquet, il pèse 6 à 8 kg, il est impossible d'ajuster le tir depuis le cheval, donc nécessairement, il n'y avait rien de plus étonnant à l'époque que de voir des mousquetaires à cheval, parce que ça désigne bien ce que je vous expliquais avec les carabins, c'est-à-dire qu'ils mettaient pied à terre pour planter une fourquine dans le sol. La fourquine, c'est ce piquet qu'on plantait dans le sol pour ensuite poser le mousquet comme on le voit ici sur les gravures, et ainsi on ajustait le tir. Alors je vous passe les détails de tout l'équipement du mousquetaire, c'est extrêmement complexe, puisqu'il y a toutes les charges de poudre qui sont donc dans la... On voit un peu... ici on voit un peu il y a le pulvérin, il y a toutes les charges de poudre, etc. Donc ça demande beaucoup de temps à charger, c'est très compliqué, surtout s'il pleut, ça pose problème. Pour l'anecdote, il faut toujours avoir une mèche allumée. Pour l'anecdote, dans le film Les Trois Mousquetaires, que vous avez peut-être vu, dans le deuxième, il y a le siège de La Rochelle, et au cours du siège de La Rochelle, dans le scénario, il est écrit 20 mousquetaires approchent de nuit de La Rochelle sur une barque, et ils prennent d'assaut, enfin ils vont s'infiltrer dans la ville, les mousquets prêts à tirer. Et je leur dis bien dans le rapport, attention, il y a une mèche allumée, donc vous avez 20 mèches allumées dans une barque qui avance en pleine nuit, en pleine guerre, donc nécessairement c'est pas discret. Mais c'est pas grave, hein, c'est le cinéma, donc ils sont passés au-delà de ce genre de commentaires. C'était quand même une belle expérience. Bon, je ferme la parenthèse, mais tout ça pour vous dire que voilà, il y a le cinéma et puis il y a la réalité historique. C'est toujours généralement bien différent. Le cinéma, on adapte la réalité pour servir un récit.
Donc, c'est une arme très, très lourde, très compliquée à utiliser, et de fait, c'était vraiment étonnant de voir des mousquetaires à cheval. Et ça démontre bien qu'en fait, ils avaient un double mode de combat, à pied et à cheval. J'y reviens. Par la suite, encombrant, lourd et peu précis, le mousquet va être remplacé dans le service de guerre des mousquetaires par le fusil à la fin du XVIIe siècle. Symboliquement, les mousquetaires vont conserver le mousquet encore quelques années pour le service de cour jusqu'aux années 1710. Et à cette époque, il est définitivement abandonné au profit donc du mousquet, un tir à silex, plus besoin de mèche, etc. Pour la petite anecdote également, vous voyez que là, les mousquetaires portent un tricorne avec le fusil. Et ici, on voit alors ça, c'est pas un mousquetaire du roi, mais on voit un chapeau à bord long. Eh bien, l'histoire, c'est que on a développé ces chapeaux avec des bords longs pour les mousquetaires, justement, les mousquetaires au sens large, tous les soldats qui utilisaient le mousquet, parce qu'au moment de la décharge, il y avait une étincelle qui pouvait venir brûler les yeux, en tout cas le visage du tireur. Donc le chapeau au bord long était censé protéger le tireur. À partir du moment où on passe au fusil, plus besoin d'étincelles, on va remonter les bords du chapeau et ça va donner le tricorne et puis par la suite le bicorne. La mode évolue en fait selon déjà à l'époque selon ses considérations pratiques. Donc 1710, les mousquetaires abandonnent définitivement le mousquet et à partir de là, pourtant, ils ne vont pas changer de nom, ils ne vont pas devenir les fusiliers du roi. Et ça c'est un élément très intéressant puisque carabin, carabine, mousquetaire, mousquet. Et bien, mousquetaires à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe, ils restent mousquetaires même s'ils portent même s'ils sont armés du fusil. Il y a un ancrage de leur nom qui révèle en fait un élément fondamental. C'est la preuve éclatante que les mousquetaires jouissent déjà d'une solide réputation, d'un ancrage culturel au sein de la société française, j'allais dire, mais même de la société européenne. Ce qui avait justifié le changement de nom en 1622 ne s'imposait plus à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, alors pourtant que cette pratique était courante dans l'armée. Puisqu'on désignait toujours, comme je vous le disais, selon le nom de l'unité, selon le type de service, chevaux légers, les dragons du roi, ou selon l'armement, il y avait un régiment de fusiliers, il y avait un régiment de carabiniers, etc. Mais ce fait est révélateur, ça prouve qu'ils ont vraiment acquis une solide réputation qu'il importait de conserver par leur nom. Parce que sur les champs de bataille, dans les courses européennes, etc., quand on savait que c'était les mousquetaires qui arrivaient, on savait très bien à quoi on devait s'attendre. Et le nom, l'uniforme, etc., vous allez voir, c'est un peu tout ce qu'on va déclencher. Là, j'ai fait un bond dans le temps, mais vous allez voir, on va revenir un peu en arrière, justement, pour comprendre comment s'est forgé ce mythe avant le mythe. Ce mythe de Dumas avant le mythe. Alors, j'ai sélectionné quelques grandes dates, bien sûr, si ça vous intéresse, dans le livre, je fais la jonction entre toutes ces dates. J'ai volontairement sauté le siège de La Rochelle, par exemple, parce qu'en réalité, contrairement au roman, eh bien, ils le sont très peu présents. Pourquoi ? Eh bien, parce que Louis XIII n'est quasiment pas présent au siège. Le roi n'est pas là, les mousquetaires n'y sont pas. Leur rôle premier, c'est la garde du roi. Le service de guerre, ça n'arrive que plus tard. On les voit de temps en temps combattre, on va l'évoquer maintenant en 1629, mais c'est quelque chose qui arrive par la suite. Vous allez voir, les mousquetaires, c'est 4 missions principales. Garde du roi, service de guerre, les 2 autres, on va les voir après. Donc le service de guerre est très limité sous Louis XIII pour les mousquetaires. Leur rôle majeur, c'est d'assurer la garde du roi avec le reste des unités. Mais exceptionnellement, Louis XIII va les imposer sur le champ de bataille à quelques reprises et toujours à la tête des troupes. Et c'est le cas notamment au combat du Pas de Suse. C'est un conflit, la bataille du Pas de Suse, c'est un conflit périphérique de la guerre de 30 ans. C'est au cours de la guerre de succession de Mantoue. Vous savez, la France ne s'opposait pas frontalement à l'Espagne, mais c'était bien de pouvoir les gêner. Pourquoi dans les Alpes? Eh bien, c'est le fameux chemin espagnol. Les Espagnols possèdent l'Espagne, bien sûr. Ils ont des possessions dans le nord de l'Italie, la Franche-Comté, et ça remonte jusque ce qu'on appelait à l'époque les Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire l'actuelle Belgique. Et c'est à travers les Alpes, il y avait ce qu'on appelait ce chemin espagnol. C'est ainsi que les Espagnols assuraient la jonction de toutes leurs terres en faisant passer des troupes, les fameux tercios. Et Mantoue faisait partie de leur
territoire jusqu'au moment où le dernier duc est mort et le successeur était un Français. Donc forcément, Louis XIII va soutenir ce successeur français. Ça va déclencher bien sûr une guerre. Je passe sur tous les détails. C'est une guerre, c'est un contexte toujours un peu complexe, hein, diplomatiquement parlant. Mais donc, toujours est-il qu'après le siège de La Rochelle, Louis XIII ne licencie pas son armée et va se mettre en route vers les Alpes pour aller secourir le duc de Nevers, qui est nommé duc de Mantoue et qui est assiégé dans Casale. Si vous connaissez un peu la région, il y a Casale, et puis c'est un défilé comme ça à travers les Alpes, hein, le défilé dessus justement, où les troupes savoyardes, en fait, alliées des Espagnols, bloquaient le chemin de Casale en travers en amont de la ville de Suse. Et donc là, c'est bloqué. On a les montagnes de chaque côté, il y a une cuvette comme ça, et les Savoyards bloquent le chemin. On le voit ici, hein, sur ce magnifique tableau commandé par Richelieu pour sa galerie des batailles. On voit un peu ce défilé très étroit, et Suse est derrière, et les Savoyards bloquent le chemin. Donc à cette bataille qui a lieu le 6 mars 1629, Louis XIII va imposer ses mousquetaires à la tête des troupes. Petite parenthèse, Dumas a fait une bien mauvaise image de Louis XIII en le présentant un peu comme un roi faible. En réalité, Louis XIII, c'est un roi un peu ombrageux, c'est vrai, mais c'est un roi pour qui la raison d'État importe plus que tout. Et c'est comme ça qu'il rencontre Richelieu, qui a le même objectif, ambition personnelle bien sûr, mais en tout cas c'est l'intérêt de la France, et c'est ce duo politique, qui pourtant ne s'apprécie pas beaucoup, qui va jeter les bases de ce que va devenir la France, enfin la monarchie absolue de droit divin dont va profiter Louis XIV. Si Louis XIII et Richelieu n'avaient pas jeté ces bases, il y a peu de chances que Louis XIV aurait pu en profiter par la suite. Donc c'est un édifice politique qui se crée donc longtemps en amont. Donc, désolé, hein, je fais des petites digressions, mais c'est pour que vous preniez le contexte. Louis XIII, c'est un roi chevalier. Alors, il ne combat pas, mais il est présent sur le champ de bataille, et c'est lui qui dit donc, mes mousquetaires, je les mets à la tête des troupes, on en met 50 parmi ce qu'on appelle les enfants perdus, c'est-à-dire qu'ils sont un peu devant les troupes, et ils vont charger les premiers en tête de lance, en fer de lance. On est loin de la garde impériale de Napoléon, qui généralement est gardée en réserve. Les meilleures unités, on les garde après au cas où. Non, avec Louis XIII et Louis XIV, les mousquetaires et les autres unités d'élite, on les met devant. C'est le seul moyen d'acquérir de la gloire, mais je vais y revenir. Donc le 6 mars 1629, l'armée française se heurte aux Savoyards dans ce défilé de Suse. Le combat est inéluctable, Louis XIII est présent. Quand il sait que la bataille doit avoir lieu, il vient du village de Chaumont, qui est à 6 km en amont, plutôt en aval, du lieu où va avoir lieu la bataille. Il y vient à pied parce qu'il y a tellement de neige que les chevaux n'arrivent pas à passer. Donc il va absolument être présent à la bataille avec Richelieu d'ailleurs. Ces enfants perdus, ils sont confiés sous les ordres d'un célèbre mousquetaire qui s'appelle le comte de Troisville. En réalité, c'est le comte de Tréville. Avec son accent béarnais à la cour, il était compris Tréville et non pas Troisville, mais c'est bien Troisville son nom de naissance, pour la parenthèse. On massacrait un peu les noms comme ça à l'époque. Hein. Buckingham, on le connaît comme ça. Richelieu, quand il l'écrit dans ses mémoires ou dans ses textes, c'est Bouquinquan. Donc on francise beaucoup plus. Alors, Tréville, il est entré en 1625 comme officier des mousquetaires. Il devient lieutenant en 1629. Et lieutenant, donc c'est l'officier en second de la compagnie. Il va s'illustrer particulièrement puisque, au cours de la charge, il a failli faire prisonnier à lui tout seul le duc de Savoie, qui était là à la tête de ses troupes. Il l'a vu sur le champ de bataille, il va lui courir après, et c'est un capitaine espagnol qui va s'interposer, que Tréville va tuer, mais ça laisse le temps au duc de Savoie de s'enfuir donc un peu plus loin, de se mettre à l'abri. Mais cette bataille va vraiment marquer le premier fait d'armes des mousquetaires. Et Louis XIII va en être particulièrement content, puisque jusque-là, ils étaient les mousquetaires toujours attachés comme à l'origine à leur compagnie sœur et mère, on va dire, les chevaux légers. Et à l'issue de la bataille, Louis XIII va dire « j'en fais une compagnie indépendante ». En 1633, peu de temps après, on voit apparaître aux mousquetaires un gentilhomme gascon bien connu, que vous rappeliez tout à l'heure, c'est D'Artagnan. Alors, je dis 1633, on n'est pas sûr qu'il soit entré aux mousquetaires en 1633, c'est même peut-être plus logiquement quelques années avant, mais en 1633, il est recensé aux mousquetaires, c'est la première trace archivistique
qui mentionne le nom de D'Artagnan, donc 1633, dans un rôle du 10 mars, et la seconde trace archivistique de D'Artagnan, c'est 1646. Donc, entre sa naissance, vers 1610, et 1646, on n'a que 2 éléments sur son parcours. Le reste, ce ne sont que des suppositions. Et justement, c'est là où Dumas, Maquet et Courtils de Sandras, hein, celui qui a écrit les mémoires de D'Artagnan en 1700, qui vont complètement broder et imaginer un parcours purement fictif. Donc on ne sait pas depuis quand il est jusqu'au mousquetaire, on ne sait pas jusque quand non plus, seule certitude, donc en 1633, il y est, et il se fait appeler autrement, hein, c'est Charles de Batz de Castelmore, il est fils de Bertrand de Batz de Castelmore, donc ce petit village qui possédait le petit village de Lupiac dans le sud-ouest, dans le Gers, pardon, et il est fils, côté maternel, de Françoise de Montesquieu d'Artagnan, cette fameuse famille des Montesquieu d'Artagnan qui est toujours présente aujourd'hui, hein, il y avait notamment l'ancien sénateur de Montesquieu. Et quand il arrive à Paris, Batz-Castelmore, c'est pas connu. Par contre, les D'Artagnan, les Montesquieu d'Artagnan, c'est très connu à la cour. Il y en a beaucoup dans toutes les troupes, et on ne sait pas pourquoi il prend le nom de D'Artagnan. Une source de près d'un siècle postérieur dit que c'est le roi Louis XIII qui lui aurait dit de prendre ce nom. Personnellement, je pense que simplement il y a vu une opportunité et il a pris le nom, donc le mystère reste entier, mais en tout cas, bref, il arrive à Paris sous le nom de Charles d'Artagnan. En réalité, le D'Artagnan de fiction s'éloigne très nettement du vrai D'Artagnan, puisqu'il y a j'ai pu identifier plusieurs personnages historiques derrière le D'Artagnan de fiction. Il y a notamment Jean de Montesquieu d'Artagnan, qui est l'oncle maternel de D'Artagnan, qui est un fameux bretteur, qui se battait souvent en duel, qui servait comme officier aux gardes françaises, un peu comme D'Artagnan a été dans le roman Cadet aux gardes françaises. Il servait au siège de La Rochelle, il était proche de Louis XIII, c'était un de ses amis, et il est mort d'ailleurs au siège de La Rochelle. Et sa proximité avec le roi et ses faits d'armes inspirèrent les écrivains, justement, pour faire apparaître le D'Artagnan qu'on connaît, le vrai D'Artagnan, au siège de La Rochelle, alors que le vrai D'Artagnan, vous allez voir, ne pouvait y être, puisqu'il est né vers 1610-1615, autrement dit, il devait avoir 12 ans au moment du siège de La Rochelle. Donc, ce n'est pas lui qui y est, c'est probablement ce personnage qui inspire cet aspect du D'Artagnan de fiction. Deuxième personnage qui inspire le D'Artagnan de fiction, c'est Isaac de Basse, B-2-A-S, Basse de Naï, un village aussi je crois que c'est dans le Gers, oui, ou dans le Béarn, je ne sais plus. Voilà, merci. Je suis désolé, hein, moi j'ai étudié les mousquetaires, mais je suis originaire du Nord, hein, donc c'est le grand saut. Donc, Isaac de Basse, là pourquoi une confusion? Parce que c'est presque un homonyme, et jusqu'au 19e siècle, même début 20e, beaucoup d'historiens ont confondu Basse et Batz, B2AS, B-A-T-Z, et donc il y a eu cette confusion, et on a cru qu'ils étaient apparentés, même le vrai D'Artagnan était souvent orthographié de cette manière, et ça explique cette confusion que Courtils de Sandras, et puis par la suite Auguste Maquet, qui faisait la recherche historique pour Alexandre Dumas, ont pu se méprendre. Donc c'est ce presque homonyme qui était un homme de confiance de Mazarin, qui a fait des missions secrètes en Angleterre, notamment auprès de Cromwell, comme le D'Artagnan de fiction a été en Angleterre. Le vrai D'Artagnan n'a, pour ainsi dire, jamais quitté la France, sauf pour les guerres, mais en tout cas, il n'a jamais mis les pieds en Angleterre. Et cet Isaac de Basse, a été sous-lieutenant des mousquetaires en 1657. Donc encore un élément qui fait qu'il y a eu des confusions dans les sources, hein, jusqu'à il y a une centaine d'années. Enfin, le troisième homme derrière D'Artagnan, c'est bien sûr le vrai D'Artagnan, le Charles de Batz de Castelmore, hein, qui est né donc entre 1610 et 1615. Vous parliez du village de Lupiac, et il y a à Lupiac le château natal de D'Artagnan, qui est le château de Castelmore, qui a défrayé la chronique il y a quelques mois, si vous avez suivi un peu les actualités. Il appartenait au privé, il a été mis en vente. La communauté de communes a voulu l'acheter pour le faire passer au public et en faire une grande cité d'Artagnan pour dynamiser le Gers, etc. Et finalement, s'est porté acquéreur le patron d'une branche d'une grande chaîne de distribution. C'est pas les mousquetaires, non, c'est une autre chaîne, mais bon, bref, et du coup, il y a eu un conflit et ça a été tranché, cette affaire a tranché en faveur du privé et non pas du public. Donc le château est retourné, si on peut dire, dans le public, et la cité d'Artagnan en a pris un petit coup dans l'aile, jusqu'à ce qu'il trouve un autre site.
Mais donc tout ça pour vous dire, ça avait défrayé la chronique jusqu'à Paris. Hein, pas mal de travaux là-dessus. Donc, il est né vers 1610-1615, il monte à Paris à la fin des années 1620, il doit avoir à peu près 17-18 ans par là, c'est le parcours classique, c'est un cadet de Gascogne typique. Pourquoi cadet de Gascogne? Eh bien parce que c'est les puinés de la famille, c'est l'aîné qui récupère l'héritage, les cadets n'ont rien, donc en général ils décident de se mettre au service du roi pour non pas faire fortune, mais en tout cas avoir de quoi vivre et au moins être utile. Donc c'est Cyrano de Bergerac, en tout cas le film de fiction, c'est toute cette suite de cadets qui montent à Paris et qui, alors ne pas confondre, cadet de Gascogne, cadet aux gardes françaises, c'est pas la même chose. Cadet de Gascogne, je vais vous l'expliquer. Cadet aux gardes françaises, c'est juste être à la suite du régiment des gardes françaises, qui est un régiment du roi, pour apprendre le métier des armes. On est cadet pour ensuite devenir officier. Donc, le vrai d'Artagnan est presque 10 ans plus jeune que le d'Artagnan de fiction. De la même manière que Athos, Porthos et Aramis, qui ont vraiment existé, Aramis, Portao et Athos, de leur vrai nom, sont par contre 10 ans plus jeunes que le vrai d'Artagnan. Alors que dans le roman, c'est eux qui sont plus anciens. Donc vous voyez, il y a eu ils ont tordu le cou un peu pour servir le récit, hein, c'est un roman, hein, faut pas le dire. Donc les aventures et la vie de ces trois personnages furent cristallisées dans les mémoires d'Artagnan écrits par Courtils de Sandras en 1700. On y retrouve tous ces personnages, y compris Milady, le personnage de Milady, et puis Dumas et Maquet tombent sur ces mémoires au début du XIXe siècle et décident d'en faire un roman, et puis après qui va connaître un succès fulgurant l'année même de sa publication, et puis dessus. Bon, je reviens aux mousquetaires. Donc on voit d'Artagnan qui est gascon. Oui, il y a des gascons, mais ça c'est le roman aussi qui vous fait croire qu'il n'y avait que des gascons et des béarnais. En réalité, c'est beaucoup plus diversifié. Et ça dépend la plupart du temps de l'origine géographique du capitaine des mousquetaires. Quand d'Artagnan y entre, qui est l'officier supérieur, c'est Tréville. Tréville, il est béarnais, il favorise l'entrée de béarnais, de gascons. Avant lui, c'était un gentilhomme provençal et il va favoriser l'entrée de provençaux. Au XVIIIe siècle, on va avoir des capitaines-lieutenants qui vont être du Limousin ou d'Auvergne. On va avoir beaucoup d'Auvergnats et de Limousin. Donc ça dépend vraiment, c'est du clientélisme la plupart du temps, c'est sur recommandation et évidemment il faut que le roi valide. Donc là, je casse un peu un mythe, hein. Je sais bien, quand je fais cette conférence dans le Gers en général, ça leur fait un petit coup, mais bon, l'histoire est telle. Alors, on avance dans le temps. Le 3 octobre 1634, Louis XIII est très content de ses mousquetaires et par un geste hautement symbolique, il va se faire lui-même capitaine de la compagnie. Donc jusque-là, il y avait un capitaine. Et il va décider au départ du dernier capitaine, il était un peu poussé à la sortie, il va se faire lui-même capitaine et il va déléguer, alors c'est très symbolique, hein, il ne va pas s'occuper des affaires de la compagnie si Louis XIII et Louis XIV vont insister pour que chaque nouveau mousquetaire leur soit toujours présenté avant d'y entrer, et Louis XIV en particulier va s'intéresser beaucoup, on a beaucoup de ses lettres, dans les affaires des deux compagnies. Il connaît les mousquetaires, il va citer leurs noms dans les lettres, et il va vraiment s'enquérir de tout ce qui se passe dans la compagnie. Donc Louis XIII va se faire lui-même capitaine des mousquetaires, il délègue le commandement au premier lieutenant, qui prend le titre à ce moment-là, le grade de capitaine-lieutenant, c'est-à-dire le commandant effectif du corps, et qui est alors le comte de Tréville. Pour le roi, c'est une manière de récompenser les mousquetaires qu'il apprécie particulièrement, et Tréville, qu'il apprécie aussi particulièrement, puisque c'est un de ses amis. Et avoir le roi pour capitaine constitue vraiment un symbole très fort, hein. Ça ne veut pas dire que, comme je le dis, il ne va pas être présent au port tout le temps, mais ça veut dire qu'on dépend directement du roi. Donc on était dans la garde du roi, mais là, c'est le roi pour supérieur. C'est-à-dire que personne d'autre ne peut se mêler des affaires de la compagnie. Dans les faits, bien sûr, les ministres, etc. vont gérer le corps, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors cette compagnie, je vous ai dit, Louis XIII apprécie particulièrement Tréville. 1634, ils vont évoluer comme ça. Tréville déteste Richelieu,
je passe la conjuration de 5 mars en 1642, mais je vais quand même vous l'évoquer, puisqu'en 1642, Richelieu réchappe à plusieurs tentatives d'assassinat. C'est d'ailleurs pour ça que Louis XIII va lui permettre de se constituer une garde rapprochée. Seul le roi pouvait en avoir. Et bien là, on fait un infime honneur à Richelieu. Honneur et surtout parce que c'est nécessaire. Louis XIII veut préserver son Premier ministre. Et cette garde rapprochée, elle va se composer de plusieurs unités, et notamment des mousquetaires à cheval, vêtus d'une casaque non pas bleue, mais rouge, hein, avec cette, comme dans les films, hein, c'est exactement ça, avec une croix non pas grecque comme les mousquetaires, je vais y revenir, mais eux, les mousquetaires de Richelieu, une croix latine. Bref. Donc Tréville est ami de Louis XIII. En 1643, Louis XIII meurt, et Tréville perd son fidèle ami et protecteur, en plus de son roi et capitaine. Et si ma thèse notamment a permis de mettre en avant différents éléments, c'est celui-ci, c'est vraiment qu'il existait entre le capitaine des mousquetaires et le roi des liens d'amitié, de confiance très, très forts, que ce soit sous Louis XIII ou sous Louis XIV, et qui n'étaient généralement pas transposables. À chaque fin de règne, en général, le capitaine des mousquetaires change. En bien, à la fin de Louis XIV, ben, ils sont plus âgés, ils se retirent normalement. Tréville, lui, il n'a pas l'intention de prendre sa retraite. Mais donc Tréville perd son ami et protecteur, il ne peut pas gagner la confiance du jeune roi, il a 5 ans, Louis XIV ne récupère pas, enfin je veux dire, les liens personnels ne sont pas transposables comme ça. En plus, Tréville, comme je vous l'ai dit, avait trempé dans la conjuration de 5 mars, qui fait que le successeur de Richelieu, qui est le cardinal Mazarin, se dit, moi je ne vais pas avoir trop confiance dans quelqu'un qui avait essayé d'assassiner mon prédécesseur, et en plus, Tréville, je ne l'ai pas connu, mais les sources en tout cas sont très éloquentes à ce sujet, c'était quelqu'un de colérique, de très emporté, il avait falsifié un arrêt du conseil du roi en sa faveur, il avait essayé de le faire enregistrer auprès du chancelier, le chancelier s'est rendu compte qu'il y avait une erreur et il lui a dit que c'est pas normal, et du coup Tréville, pour s'en sortir, a arraché le document falsifié des mains du chancelier, des gardes des Sceaux, et l'a jeté à la cheminée, dans la cheminée au feu pour éviter que la preuve ne traîne. Donc c'est un caractère très fort, très colérique, et Mazarin, qui est plus pour la diplomatie et l'apaisement, se dit, je ne peux pas vraiment avoir confiance en cette personne qui commande une des unités au plus près de la garde du roi. D'autant plus que si Richelieu était menacé, Mazarin l'est aussi. Mazarin va prolonger la politique de Richelieu, qui vise à baisser la puissance des grands nobles, et donc de fait il s'en fait des ennemis. Donc les deux hommes vont d'abord, dans les premières années du règne de la Régence, vont évoluer dans une méfiance réciproque. Vers 1645, Mazarin va élaborer le projet d'écarter Tréville et de le remplacer par un de ses neveux à la tête des mousquetaires. C'est tout bénéfice, si vous me permettez, pour Mazarin. Il écarte quelqu'un d'encombrant et en plus on y met un de ses neveux. C'est parfait, on favorise le plan Mazarin. Tréville refuse et il va s'obstiner. Alors je ne rentre pas dans les détails, hein, c'était très bien étudié parce que Tréville a raconté aussi toute l'affaire et en croisant les éléments on arrive à reconstituer. Il ne veut pas se démettre de sa charge, on lui offre le gouvernement du pays de Foix en échange, ce qui est un peu un exil doré mais bon c'est quand même pas mal, et Tréville va refuser constamment. Mazarin n'a d'autre chose, enfin Mazarin va avoir une idée, il va se dire je vais licencier la compagnie des mousquetaires. Comme ça, Tréville, bah voilà, il n'a plus rien à dire, il est réformé, il aura son gouvernement de Foix, et je rétablis la compagnie quelques années après, avec cette fois Paul Mancini, l'aîné de ses neveux, à la tête de l'unité. Et donc c'est ce qu'il va faire en janvier 1646, à la surprise générale, Mazarin va licencier les mousquetaires. Sauf que le temps passe, et en 1648 va éclater la Fronde. Et Mazarin ne va jamais réussir à concrétiser son projet de rétablissement des mousquetaires, et dans les sources, entre 1648, enfin même 1647 et 1657, on a chaque fois, tous les ans, les États de la France qui annoncent la compagnie des mousquetaires va être incessamment rétablie. Et c'est comme ça d'année en année, et ça va traîner, la Fronde a vraiment secoué le royaume et a repoussé les projets donc d'une dizaine d'années. Et il faut donc attendre 1657 et 1657 pour que Louis XIV, qui cette fois est âgé de 19 ans, s'intéresse beaucoup à la chose militaire et décide donc, avec Mazarin, de rétablir les mousquetaires. Tréville est écarté au profit du deuxième neveu de Mazarin, parce que Paul Mancini est mort dans la bataille du Faubourg Saint-Antoine au cours de
à Paris, donc pendant la Fronde, et il va nommer, alors un peu à contre-cœur, un Philippe Julien Mancini, dont vous avez le portrait ici, qui a 16 ans, et il y place donc ses parents, Mancini, il va y placer, c'est ce qu'on appelle créature, hein, à l'époque, une créature c'est un terme non péjoratif, Colbert est une créature de Mazarin, et il va y placer donc une de ses créatures, un de ses hommes de confiance, qui est Isaac de Bade, dont je vous parlais tout à l'heure, qui va devenir sous-lieutenant des mousquetaires. D'Artagnan est un des autres hommes de confiance, une des autres créatures de Mazarin, puisque pendant la Fronde, il a servi de messager secret, pas agent secret, c'est-à-dire qu'il portait les lettres entre Mazarin en exil à Brûle et à Bouillon, et la cour de France. Les mousquetaires prennent aussitôt part à la campagne de 1657, ils vont participer au siège de Montmédy, hein. Le siège de Montmédy, c'est un des premiers grands sièges du règne de Louis XIV, Vauban y est, c'est le seul ingénieur qui va en réchapper, et si vous connaissez les portraits de Vauban, j'aurais dû en mettre un, mais vous voyez qu'il a une espèce de balafre, et bien en fait c'est une blessure qu'il a reçue au cours du siège de Montmédy, et c'est là qu'il va commencer à développer toutes ces réflexions sur la manière de prendre les villes pour économiser le maximum de vie, parce que le siège de Montmédy, c'est une véritable boucherie. À la fin de l'année 1657, les mousquetaires vont quitter la Lorraine pour le nord et ils vont être jetés dans la ville de Mardic parce que le roi a pour ambition, avec Turenne, pour la campagne 1658, de reprendre la ville de Dunkerque, qui est donc occupée à l'époque par les Espagnols. Il importait donc le siège avait lieu et il importait donc par la présence des mousquetaires, d'empêcher les Espagnols de reprendre la ville, enfin de faire lever le siège donc, de la ville. En général, c'est ce qui se passe. Hein, quand on assiège une ville, eh bien, les assiégés, parfois, enfin les assiégés font appel à une armée de secours qui vient aider à faire lever le siège. En 1658, D'Artagnan est nommé sous-lieutenant des mousquetaires en remplacement d'Isaac de Basse. Alors Isaac de Basse est écarté, on ne sait pas très bien pourquoi. Mazarin le remplace par une autre de ses créatures, un autre homme de confiance, qui est D'Artagnan. Alors ce portrait, c'est celui qui est en frontispice des mémoires d'Artagnan de Courtils de Sandras de 1700. Pour en avoir discuté avec un spécialiste des portraits du XVIIe siècle, et c'est d'ailleurs de toute façon tout à fait logique, il est fort probable, parce qu'on n'a pas de portrait d'Artagnan, il est fort probable que ce portrait, alors celui-ci, bien sûr, soit assez fidèle à ce à quoi ressemblait le vrai D'Artagnan, puisque ces mémoires devaient faire croire qu'ils avaient été écrits par D'Artagnan, eh bien, c'était logique de mettre un portrait qui devait ressembler au vrai D'Artagnan, puisque 1700, il y a beaucoup de gens qui l'ont connu, qui étaient encore vivants. Et la seule représentation contemporaine de D'Artagnan, c'est celle-ci. Voilà, autant vous dire que c'est impossible de reconnaître qui c'est. C'est sur une gravure qui symbolise l'entrée du roi à Paris en 1660, je vais l'évoquer juste après. Donc en 1658, D'Artagnan est nommé sous-lieutenant des mousquetaires, c'est preuve de confiance, il est reçu dans sa charge par le roi lui-même, il prête serment entre les mains du roi, normalement c'est entre les mains du capitaine-lieutenant. Mais le capitaine-lieutenant, Philippe Julien Mancini, 16 ans, je vous ai dit, n'en a que faire de la chose militaire. Il ne rêve que d'une chose, on ne peut pas vraiment l'en blâmer, c'est de retourner à Rome. Il veut retourner, il a un esprit poète, un esprit artistique, et il n'aime pas la chose militaire. Alors Mazarin, il est dépité dans ses lettres, il écrit maintes fois qu'il en a assez de son neveu, mais bon, c'est le seul qui lui reste et qui peut relever le nom Mancini et Mazarin, donc il lui obtient le duché de Nevers, qu'il ne va jamais faire enregistrer au Parlement, ce qui fait que les enfants de Mancini ne pourront jamais porter le titre de duc de Nevers, et pour le punir, pour le forcer à apprendre, on va dire, la chose militaire, il va l'envoyer dans la place forte de Brissac pour pouvoir être formé, mais bon, bref, il n'en a vraiment que faire, donc c'était vraiment très compliqué. Donc, tout ça pour vous dire que le commandement effectif de la compagnie, qui du roi passé au capitaine-lieutenant, eh bien là, va retomber sur le sous-lieutenant, Basse, puis D'Artagnan. Donc c'est vraiment D'Artagnan qui, dès 1657, va commander effectivement les mousquetaires. Donc ils sont à Mardic. Peu de temps après, le prince de Condé arrive, qui est passé du côté espagnol pendant la Fronde, arrive avec une armée espagnole pour faire lever le siège de Dunkerque. Turenne réagit et va avoir lieu ce qu'on va appeler la bataille des dunes, hein, au milieu des dunes, juste à côté de Dunkerque. Les mousquetaires, il n'y en a qu'une vingtaine de présents, mais ils vont se poster sur une dune et ils vont faire un feu continuel sur Condé, à tel point qu'ils vont le gêner. Condé va écrire d'ailleurs que ça l'a beaucoup gêné pendant la bataille. Et c'est la seule fois où on va voir les mousquetaires utiliser leurs mousquets pour l'anecdote.
Dès le rétablissement des mousquetaires, Louis XIV va montrer une affection particulière pour cette unité. Il va s'en faire escorter partout, et par préférence à toute autre unité de sa garde, hein, puisque la garde, on a les 4 compagnies de garde du corps du roi, on a la compagnie des gendarmes, la compagnie des chevaux légers, la compagnie des mousquetaires, il y a les troupes à pied, donc les 100 Suisses, les gardes de la porte, etc. Tout ça, ça représente à peu près 10 000 hommes, hein, donc c'est un corps militaire assez imposant, mais Louis XIV préfère les mousquetaires, et même s'il crée une étiquette, un ordre de préséance, normalement les mousquetaires arrivent dans l'ordre de préséance, respecte l'ordre chronologique, les mousquetaires arrivent très loin derrière, hein, après les chevaux légers, eh bien en réalité c'est toujours eux qu'il va choisir. Et ce tableau de Van der Meulen, qui date des années 1660, qui présente l'arrivée de Louis XIV à Versailles, alors on ne reconnaît pas encore Versailles, mais pourtant c'est Versailles 1668, eh bien il est escorté devant par la compagnie des mousquetaires, et donc vous avez Louis XIV qui est ici. Ce tableau est vraiment très révélateur, et ce n'est pas le seul d'ailleurs qui représente Louis XIV avec ses mousquetaires. Alors, 1600, on continue à avancer dans le temps, c'est aussi le doublement de la compagnie, 1660, c'est le mariage du roi, c'est le doublement de la compagnie. 1660, enfin 1659-1660, c'est la signature du traité des Pyrénées sur l'île des Faisans, et c'est aussi donc le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Autriche, qui, comme son nom l'indique, était espagnole. C'est sa cousine germaine aussi à double titre, hein, puisque père, mère et frère, sœur, enfin bref, c'est pas un problème, l'intérêt du roi l'emporte. Dès 1659, la cour prend le chemin du sud-ouest, de Saint-Jean-de-Luz plus précisément, pour organiser le mariage du roi. À l'aller comme au retour, le cortège royal comprend entre autres les mousquetaires et d'Artagnan. Ils vont passer non loin de Saint-Émilion, alors ils descendent la route idéal à l'époque, c'est plutôt longer la côte, hein, donc ils vont arriver, ils vont d'abord s'arrêter à Blaye et à Bourg, puis à Bordeaux, et ils vont continuer sur Cadillac, et ce sera le même chemin pour le retour, donc désolé, non, il n'y a pas de mousquetaires qui sont passés effectivement à Saint-Émilion, en tout cas pas dans le cadre de leur service. Et donc c'est un cortège très long, hein, le voyage va durer 1 an, parce que quand on arrive dans le sud-ouest, Mazarin n'a pas fini de négocier le traité des Pyrénées, donc Louis XIV se dit on va faire une petite escapade en Provence, et donc ils vont aller jusqu'à Marseille, et puis ils vont revenir au mois de juin, enfin mai-juin 1660, à Saint-Jean-de-Luz, et c'est là que va être organisé le mariage du roi. À cette occasion, pour les mousquetaires, c'est aussi l'année, comme je vous le disais, de leur doublement. À l'occasion du mariage, Mazarin, qui est aussi le parrain de Louis XIV, va se rendre compte donc qu'il apprécie particulièrement ses mousquetaires, et il va lui faire cadeau de sa propre compagnie de mousquetaires à cheval, qui va dès lors devenir la 2e compagnie des mousquetaires du roi. Et à partir de là, donc il y aura 2 compagnies. Ce ne sont pas les descendants des mousquetaires de Richelieu. Je vous en ai parlé tout à l'heure. À la mort de Richelieu, toute sa garde est licenciée. Forcément, il est mort. Ce n'est que 10 ans plus tard, 10 ans après la mort de Richelieu, que Mazarin va avoir le droit de se constituer des unités comme ça pour assurer sa protection, dont cette compagnie de mousquetaires à cheval. Et déjà à la campagne de 1657 et de 58, les mousquetaires du roi et les mousquetaires de son éminence servaient conjointement. Donc ils ne sont pas étrangers l'un à l'autre, mais à partir de là, c'est officiel. Le roi a une 2e compagnie. Et 5 ans plus tard, donc 1660-1665, c'est 5 ans plus tard que les 2 compagnies vont être mises sur un pied d'égalité. Le roi va se faire à son tour capitaine de la 2e compagnie. On va vraiment lisser tout, hein, on va harmoniser, parce que pendant 5 ans, elles ont chacune gardé des hiérarchies différentes, des soldes différentes, etc. Et on va à partir de là apprendre à les distinguer de 2 manières. La première compagnie, alors on peut les distinguer selon leur nom, 1re, 2e compagnie, selon leur date de création. Donc petit, est-ce que je vous l'ai mis? Oui, grand mousquetaire pour les anciens, petit pour la 2e compagnie. Mousquetaire du Faubourg Saint-Germain pour la 1re compagnie puisqu'ils y étaient logés. Mousquetaire du Faubourg Saint-Antoine à Paris puisque c'est là que la 2e compagnie était logée. Mais surtout, on va dire dans le vocable populaire, on va les distinguer selon la couleur de la robe de leurs chevaux. Louis XIV a imposé dès 1657 que la 1re compagnie serait montée sur des chevaux uniquement gris ou pommelés, parce que les chevaux blancs, ça n'existe pas, mais vous le savez certainement. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont prendre le nom de mousquetaires gris. Et en 1662, par là, Louis XIV va imposer que la 2e compagnie soit montée uniquement sur des chevaux noirs, d'où le terme de mousquetaires noirs. Et c'est inédit à l'époque,
et ça l'est encore aujourd'hui, même la garde républicaine a des chevaux qui sont de différentes couleurs, dont la robe est de différentes couleurs. C'est la seule fois où on voit ça. Louis XIV l'a voulu parce que ça impressionne, ça peut contribuer en tout cas à impressionner les spectateurs. Louis XIV, dans ces années-là, est beaucoup dans la représentation, enfin, par la suite, mais je vais y revenir. Un mot sur l'uniforme qui va évoluer avec le temps. Les mousquetaires, à la base, ont cette fameuse casaque que vous voyez dans tous ces films des années 60 avec Jean Marais, etc. Cette casaque courte qui s'arrête à peu près à la taille, qui est bleu turquin, c'est-à-dire bleu assez foncé, et pas bleu ciel, hein, comme on le voit. Si vous voyez du bleu ciel, c'est à proscrire, c'est bleu turquin. Là, j'ai retrouvé tous les contrats de toutes les fiches de commande. Cette casaque courte jusqu'à la taille, c'est aussi l'un des premiers uniformes de l'armée française. En fait, pourquoi elle est bleue? Parce qu'elle est aux couleurs, c'est les couleurs de la livrée du roi, et c'est pas un uniforme militaire à la base, mais c'est un vêtement de livrée. C'est la livrée des domestiques du roi, en fait. Et c'est aussi pour ça que l'uniforme va mettre près d'un siècle à s'imposer dans les armées françaises, parce que les officiers vont rechigner à faire habiller leurs unités, leurs hommes d'un uniforme, parce que ça va être apparenté justement à un signe de domesticité envers le roi, ce dont ils veulent à tout prix se départir. Donc la casaque était alors un simple manteau à 4 pans, volant comme ça, qui protégeait les cavaliers de la pluie. La seule différence, c'est que celle des mousquetaires, donc je vous ai dit, était bleue, couleur du roi, avec des galons d'argent, et une croix fleur-de-lysée au milieu, une croix blanche avec des fleurs de lys au bout et des flammes dans les angles. Uniquement pourquoi cette croix blanche? Eh bien c'était, avant l'apparition d'uniforme, les hommes du roi peignaient une croix blanche, ou en tout cas portaient un foulard blanc au bras, ou au cou, pour montrer qu'ils appartenaient aux troupes du roi. Parce qu'imaginez un champ de bataille, où personne n'a un uniforme distinctif, comment on sait qu'on ne s'entretue pas entre soi? Eh bien voilà, on avait ce signe de ralliement pour la croix blanche. Les Anglais avaient aussi une croix. De quelle couleur elle était d'après vous? Elle était rouge, hein, voilà, c'est la croix de Saint-André, que les Anglais d'ailleurs ont gardé. Vous voyez, c'est comme ça qu'on se distinguait sur les champs de bataille à l'époque, jusqu'à l'arrivée des uniformes. Alors 1668 à peu près, cette casaque courte, elle va devenir inconfortable. Pourquoi? Parce que sous Louis XIII, on porte, vous voyez, la mode évolue comme pour le chapeau. Sous Louis XIII, on porte des bottes hautes, des bottes qui montent jusqu'aux cuisses, qu'on peut baisser, remonter en fonction de la pluie. Ça va très bien avec une casaque courte. Sauf que sous Louis XIV, au début du règne, on va passer à des bottes plus basses, qui tombent sous le genou. Et avec la casaque courte, eh bien l'eau ruisselle sur la casaque, ruisselle sur les cuisses et glisse dans les bottes. Donc ça pose un gros problème, et c'est alors que vers 1668, on va passer à une casaque qu'on voit ici sur... Alors un peu, vous voyez pas très bien, mais bon, moi je l'ai analysé en détail, c'est plus clair. C'est une casaque longue, donc même principe, mais qui va descendre, donc cette fois jusqu'au genou, pour protéger justement les bottes du cavalier. Sauf que cet habit, il a un problème, c'est que les mousquetaires, quand ils chargent à pied sur le champ de bataille, il est très ample, ça vole dans tous les sens, ça les ennuie, donc ils vont le rejeter sur l'épaule, et ce qui fait, ou ils vont l'enlever tout simplement, ce qui fait qu'ils ne sont plus reconnus pour ce qu'ils sont sur le champ de bataille. Et ça, les sources nous le disent très bien. En fait, les mousquetaires s'étaient déjà acquis une solide réputation. Ils avaient un uniforme particulier, les ennemis les reconnaissaient sur le champ de bataille, et ils savaient très bien comment ça allait se passer si les mousquetaires arrivaient à... Alors en général, ils faisaient une décharge de mousqueterie, ils abandonnaient tout et puis ils s'enfuyaient. Parce que sinon, ils s'étaient passés au fil de l'épée. Le problème, c'est que si les mousquetaires enlèvent l'uniforme, eh bien, ils ne sont plus identifiables sur le champ de bataille. Donc, les mousquetaires, les officiers de mousquetaires et Louis XIV vont convenir de faire évoluer cet uniforme pour ce qu'on va appeler vers 1688, à la veille d'une nouvelle guerre, à la guerre de la Ligue d'Augsbourg, ou guerre de 9 ans, pour ce qu'on va appeler un uniforme spécialement pensé pour les mousquetaires, la soubreveste. La soubreveste, c'est ce que vous voyez ici sur cette gravure, c'est une espèce de chasuble sans manche, qui est très saillante, qu'on va attacher à la taille avec des agrafes, et qui va dégager les jambes, et qui va permettre en fait aux cavaliers de monter à cheval aisément, ou aux fantassins de pouvoir courir sur le champ de bataille avec un vêtement beaucoup plus ajusté. Et donc ce sont ces soubresvestes que les mousquetaires ont gardées de la fin du XVIIe siècle jusqu'à leur suppression en 1775. Dernier élément pour les distinguer, c'est leur devise. Alors c'est bien loin du panache, hein, si on peut dire. Hein. C'est des devises aux accents très guerriers. La première compagnie a une devise qui figure une bombe tombant sur une ville, que vous voyez ici,
et avec les mots quoruit et letum, qui signifie en fait en latin, là où elle tombe, elle sème la mort. Et en fait, les mousquetaires au champ de la guerre, ce sont des tueurs, hein, ils reviennent avec les gardes ensanglantés, c'est assez courant, en général, je vous l'évoquais après. La deuxième compagnie, la devise, fait directement référence à son contexte de création, donc elle présente un ensemble de faisceaux avec cette devise Alterius Iovis Alteratella, qui en fait désigne, qui veut dire en gros qu'elles vont servir de nouveau foudre à un jeune Jupiter rempli d'ambition. Donc en gros, c'est un nouveau foudre de guerre pour le jeune Louis XIV. Donc, accent très guerrier, même si leur fonction première, c'est le service du roi. Alors, les mousquetaires, c'est environ, à partir de 1660, donc sous Louis XIII, c'est 100 mousquetaires, pas plus. À partir des années 1660, les mousquetaires vont être à peu près à 300 hommes par compagnie, un effectif stable hein, durant les premières guerres de Louis XIV, et qui va être redescendu à 250 par la suite, sous le règne de Louis XIV, et puis sous Louis XV, à 200 par compagnie. En 1665, j'évoque rapidement, je vous ai dit que les deux compagnies étaient uniformisées, mises sur un pied d'égalité. C'est pas venu de nulle part, donc Louis XIV a ses projets, mais Colbert avait aussi ses projets, comme Mazarin, et il avait comme projet, puisque la place de capitaine-lieutenant de la deuxième compagnie allait être vacante, puisque le roi allait s'en faire capitaine, eh bien il avait pour projet d'y nommer son frère cadet, Colbert de Vandières. Et même son projet, c'était d'unifier les deux compagnies et d'en faire un super commandant avec son frère, justement, à la tête des deux unités. Ça recoupait les projets du roi d'institutionnalisation de sa garde royale, hein, sous la forme d'une maison militaire, hein, par opposition à cette maison civile, hein, entre guillemets. Ce plan, donc, visait à écarter d'Artagnan aussi au profit du frère. Et c'est d'ailleurs à cette époque que Colbert va faire ordonner à d'Artagnan d'escorter Fouquet jusqu'à Pignerol. Comme ça, on l'écarte de la cour et on peut manigancer plus facilement en l'absence de d'Artagnan. Le roi va refuser, d'Artagnan c'est son homme de confiance, on ne peut pas, il ne peut pas s'en départir, hein. D'Artagnan c'est l'homme de confiance depuis la Fronde, hein, donc on le garde, et finalement Colbert de Vandières va devenir capitaine-lieutenant de la deuxième compagnie. D'Artagnan, lui, n'est que sous-lieutenant, je vous rappelle, Mancini, qui n'est jamais là, est toujours le capitaine-lieutenant en titre, et Mancini refuse de démissionner. Le tuteur de Mancini, c'est Colbert. Et vous voyez un peu la manigance, Colbert a fait en sorte de convaincre Mancini de rester là pour pouvoir justement manigancer son plan. Alors le plan va échouer et finalement Mancini va démissionner en 1667 et à cette époque d'Artagnan va pouvoir devenir capitaine-lieutenant, mais en 1665 il est sous-lieutenant, donc théoriquement il est sous les ordres de son homologue de l'autre unité. Donc le roi va créer un grade particulier pour d'Artagnan, sous-lieutenant commandant. Et il aura les mêmes prérogatives que l'autre et ainsi il a le pas sur Colbert de Vandières. Et tout ça, c'est décidé, d'Artagnan, il l'a découvert quand il est revenu à Paris, hein, au retour de Pignerol. Tout ça, c'est joué dans son dos. Alors, la maison militaire, c'est une vaste division, hein, 10 000 hommes, je vous le disais, c'est un peu la garde impériale, mais qui va vraiment combattre, effectivement, dès l'avènement de son règne personnel, à la mort de Mazarin en 1661, Louis XIV développe un projet politique de gloire, destiné à faire de la monarchie française la plus puissante d'Europe, et ça passe nécessairement par les champs de bataille, d'autant plus que Louis XIV n'est pas le dernier à apprécier la chose militaire. Il va multiplier d'abord, au début des années 1660, les parades, les carousels, les spectacles militaires. Le but, c'est d'attirer tous les diplomates européens, de leur montrer la puissance militaire française, et il va au final se voir affublé d'un surnom un peu moqueur, de roi de la parade ou de cadet de la revue, et Louis XIV ne va pas trop apprécier d'être moqué de cette manière. Pour lui, en gros, il importe de montrer la puissance à l'Europe. Et donc, avec cette maison militaire, il va rationaliser toutes les unités dont il avait hérité de ses prédécesseurs pour faire cette importante garde royale, qui à la base ne sert qu'à la garde du roi, et dont il va en faire un outil militaire. Et en 1665, il va assigner donc aux mousquetaires et aux gardes du corps, pourtant gardes du corps du roi, eh bien, ils vont partir à la guerre sans le roi, ils vont avoir un service de guerre actif et effectif à la guerre, même si le roi n'est pas là. Donc, outre la garde de sa personne, cette nouvelle mission assignée aux mousquetaires va être mise en application dès cette année, 1665. C'est un peu le coup d'essai, la campagne d'essai pour les guerres de Louis XIV. C'est une guerre qui oppose les Provinces-Unies à l'Angleterre.
Les Provinces-Unies sont alliées de la France, l'Angleterre est ennemie de la France à l'époque. Et les Anglais sont alliés de l'évêque de Münster, qui va aller sur terre, embêter les Hollandais et va les attaquer sur leur terre. Et donc Louis XIV va réagir en envoyant un petit corps expéditionnaire, non pas tant pour aider les Hollandais, parce que ça, ils s'en fichent un peu, mais surtout pour expérimenter ces unités à la guerre. Et donc il va envoyer, lui n'y part pas, mais il va envoyer dans ce corps expéditionnaire de quelques milliers d'hommes, les 2 compagnies de mousquetaires et des compagnies de garde, et ces compagnies de garde du corps. Et elles vont aller combattre, c'est un peu un coup d'essai, D'Artagnan commande, et c'est là, pour cette campagne, on a toutes les lettres de Louis XIV où il montre quasiment jour après jour son intérêt pour la gestion de ces mousquetaires. Et il va imposer, il va insister au marquis de Pradelles, qui commande le corps expéditionnaire, de toujours mettre les mousquetaires en avant. Il faut toujours qu'ils soient devant, parce que c'est le seul moyen, en s'exposant au combat, d'acquérir de la gloire. Et le roi, il veut quoi? Il veut que sa gloire militaire soit renforcée, il a confiance en ses mousquetaires, il sait que c'est des trucs d'élite, et la gloire rejaillit nécessairement sur le roi. C'est le même principe que dans l'Empire romain. L'empereur était à Rome, les généraux se battaient, et quand ils avaient la victoire, eh bien c'était le génie de l'empereur qui était là, hein, sous-entendu l'esprit de l'empereur, et donc c'était grâce à l'empereur qu'on avait remporté la victoire, c'était un peu le même esprit. Donc dès lors, les mousquetaires vont prendre part à l'ensemble des campagnes des guerres de Louis XIV, la campagne de 1665-66 dans les Provinces-Unies, la guerre de dévolution en 1667-68, c'est la première guerre de conquête du règne, hein, ça a bien fonctionné en Provinces-Unies, eh bien on va aller attaquer les Espagnols dans les Pays-Bas espagnols, hein, guerre de dévolution, hein, je passe sur le contexte, hein, dévolution, puisque le roi d'Espagne devait payer une dot à Louis XIV à l'occasion du mariage avec Marie-Thérèse. La dot avait été excessivement gonflée, sachant très bien que le roi d'Espagne ne pourrait pas la donner. Philippe IV meurt, et donc sa fille aînée, Marie-Thérèse, peut théoriquement revendiquer au nom du droit de dévolution, qui a cours dans les Pays-Bas espagnols, sur certaines terres espagnoles. Donc c'est un prétexte qui avait été pensé dès 1659. Et donc la guerre a lieu à ce moment-là, et Louis XIV y va, au nom des droits de sa femme, donc pour récupérer ses terres, il va faire la guerre. Guerre éclair, hein, les sièges durent 3 jours à peine, les villes sont consternées par la rapidité d'action, et c'est notamment à Lille, donc je passe tous les sièges, mais le siège de Lille qui est le plus emblématique, 1667, D'Artagnan se met à la tête de 60 mousquetaires, ils vont prendre d'assaut la Noble Tour. Si vous allez à Lille, la Noble Tour existe toujours, c'est une ancienne tour médiévale, et ils vont la prendre, selon les dires des échevins de la ville, en moins de demi-quart d'heure, donc en une dizaine de minutes, la Noble Tour va être prise, 60 mousquetaires, 200 Espagnols passés au fil de l'épée. Donc, ils vont semer vraiment le carnage, pour vous dire, c'est pas du tout des enfants de cœur. Je fais partie de la route européenne d'Artagnan, vous connaissez peut-être, qui part de Lupiac, qui va jusqu'à Maastricht. C'est un itinéraire culturel subventionné par la Commission européenne. Et donc je fais partie de la Commission historique, et ils nous ont demandé de mettre en avant les valeurs européennes des mousquetaires. Alors, c'est un peu compliqué, parce que sur les champs de bataille, ils avaient surtout cassé de l'européen, si je peux me permettre. Mais donc, voilà, donc on joue sur d'autres éléments, bien sûr, mais on s'en prend, bon, un peu compliqué. 1669, ils continuent à servir à la guerre sous Louis XIV, ils vont partir à Candie. À Candie, c'est en Crète. Les Vénitiens étaient, la ville de Candie, donc c'est l'actuelle ville d'Héraclion, était assiégée par les Turcs, et les Vénitiens vont appeler à l'aide. Louis XIV se dit, je vais envoyer, c'est ce qu'on a appelé un peu la dernière croisade, on va envoyer un corps expéditionnaire, et les mousquetaires vont faire des merveilles au milieu du carnage, hein, bien sûr, ça a été... les Turcs, c'est pas des enfants de cœur non plus, en tout cas, c'était pas des enfants de cœur sur le champ de bataille. Troisième mission, garde du roi, service de guerre. Troisième mission qui va être assignée aux mousquetaires, surtout à partir de 1661, c'est un rôle de police politique. C'est l'arrestation de Fouquet, notamment, comme premier élément. Ce sont des agents de l'arbitraire royal. Alors D'Artagnan et ses mousquetaires vont être choisis expressément par le roi comme troupe de confiance pour arrêter Fouquet, et puis pour le garder. Donc on arrête Fouquet. Tout le dispositif, garder les routes qui, en tournant, puisque Fouquet y est arrêté le 5 septembre 1661. Le choix de D'Artagnan, l'arrestation de Fouquet, sa garde même à Pignerol, après le jugement, tout va être confié de bout en bout à des mousquetaires.
Le roi choisit d'Artagnan. Vous allez me dire, 5 septembre 1661, Louis XIV décide de faire arrêter Fouquet puisque c'est son anniversaire. Non, pas du tout. En fait, l'arrestation devait avoir lieu 2 jours plus tôt, mais d'Artagnan est cloué au lit. Il est malade. Et du coup, Louis XIV dit, moi je ne veux personne d'autre, on reporte l'arrestation. Colbert avait dit, on prendra un lieutenant au garde du corps. Pas question, c'est d'Artagnan. D'Artagnan avec 100 mousquetaires. Il garde les rues, etc. Il garde tout. Il arrête Fouquet, il va le garder à vue, y compris la nuit. Il dort dans sa cellule pendant 3 ans et demi. On comprend pourquoi le mariage de d'Artagnan va éclater 2 ans après. 1661, de Nantes à Angers, de Angers à Amboise, d'Amboise à Vincennes, de Vincennes à Moret-sur-Loing, de Moret-sur-Loing à Vincennes de nouveau, puis à la Bastille, et de la Bastille à Pignerol. Et à Pignerol, là où Fouquet va être gardé, il ne va pas être gardé par d'Artagnan comme Colbert l'aurait voulu, mais il va être gardé par un autre mousquetaire, un maréchal des logis des mousquetaires, fidèle de d'Artagnan, qui s'appelle Saint-Mars. Et Saint-Mars, vous le connaissez, parce que c'est aussi le geôlier donc, de Fouquet, le geôlier de Lauzun, le geôlier du fameux masque de fer qui va l'accompagner, et Saint-Mars va finir gouverneur de la Bastille. Et c'est un mousquetaire. Et ça va tout, et en fait va s'instaurer un processus complet. Donc Saint-Mars, vous l'avez ici, un processus qui va se répéter. Alors, c'est la seule fois où les mousquetaires arrêtent effectivement. Par la suite, ça va être des gardes du corps qui arrêtent le courtisan. Lauzun, par exemple, 1671, il a déplu au roi, il est un peu outrecuidant à Lauzun. Bon, je ne rentre pas dans le détail, on n'a pas le temps, mais bon, fameux personnage aussi, fameux Gascon. Il va déplaire au roi, le roi ordonne son arrestation, un garde du corps l'arrête, et il va aussitôt être confié à d'Artagnan, qui reprend une nouvelle fois le chemin de Pignerol avec 100 mousquetaires. Et le chemin de Pignerol, si vous voyez où c'est, Pinerolo, c'est au milieu des Alpes italiennes, c'est pas non plus le chemin le plus agréable à l'époque, surtout que les 2 fois il l'a fait en plein hiver. Donc, Lauzun va y rester 10 ans quand même, un peu cher payé pour des outrecuidances, mais bon, il avait un peu cherché. Et c'est aussi des mousquetaires qui vont aller le rechercher, Lauzun. Fouquet, il va mourir à Pignerol, donc pas besoin de le ramener, si je puis dire. Donc tout ça est toujours confié aux mousquetaires, l'arrestation des gardes du corps, et la garde et l'escorte à des mousquetaires. Ces arrestations se font sur lettre de cachet, c'est-à-dire sur ordre express du roi, et ça passe au-delà outre toute procédure judiciaire ordinaire. Le prisonnier est soustrait à la justice et est l'objet de l'arbitraire royal. Cela dit, il ne faut pas exagérer l'emploi des lettres de cachet. Il n'y en a pas eu tant que ça, c'est une propagande de la Révolution française. En réalité, le roi les utilisait souvent à la demande de famille pour punir quelques-uns de leurs rejetons un peu trop imbus d'eux-mêmes et outrecuidants, justement. Mais par la suite, les mousquetaires vont arrêter d'autres personnages. C'est un rôle qui va être renforcé à la Régence au début du XVIIIe siècle. Au cours de la conspiration de Tchelamar, ils vont non pas arrêter le duc du Maine, mais ils vont l'escorter et le garder à la citadelle de Doullens. Au départ, le duc du Maine voit frapper à sa porte un garde du corps. Il pense qu'il va être ramené de force auprès du régent pour lui rendre compte. Donc il n'est pas trop vieux, ça va, il est serein. Et puis, on a tous témoignages, il monte dans le carrosse, et dans le carrosse, il voit un des maréchaux des logis des mousquetaires. Et là, apparemment, il a complètement blémi, parce qu'il a compris que ce n'était pas auprès du régent qu'il allait, mais bien dans une prison d'État. Et il va y rester 1 an, donc sous bonne garde. Ils vont aussi arrêter et escorter le maréchal de Villeroy en 1722, le fameux gouverneur de Louis XV qui s'opposait constamment au régent. Et tout au long du XVIIIe siècle, vous savez que Louis XV va être continuellement en opposition avec le Parlement de Paris. Alors le Parlement de Paris, ce n'est pas le Parlement d'aujourd'hui, ce ne sont pas des membres élus, c'est une cour de justice qui émane au Moyen-Âge du Conseil du Roi et qui avait pour but d'enregistrer les lois, d'où cette fameuse galerie du Parlement à Paris avec les registres. Enregistrer une loi, c'est l'enregistrer dans un registre. Et donc, ils s'opposaient sur les édits à enregistrer, parce qu'il y avait le droit de remontrance, que le régent leur avait rendu, donc je ne rentre pas trop dans les détails, mais ça crée des conflits politiques, et Louis XV, pour mettre à pied ses magistrats, va, en général, envoyer des mousquetaires en pleine nuit à leur porte, avec des lettres de cachet, on tambourine, il y en a certains qui vont même casser les portes des magistrats, le président de la Cour de cassation, par exemple, à coup de hache, donc ça passe au du premier président du Parlement, donc ça passe assez mal, mais bon, en général, bon, ben voilà, les mousquetaires se font police politique sous Louis XV, une réputation un peu moins reluisante.
Alors j'avance très vite, hein, parce que sinon on n'aura pas le temps de finir. L'âge d'or des mousquetaires, donc je vous ai dit, ils vont utiliser très peu le mousquet, ils vont utiliser surtout l'épée, ils vont combattre l'épée à la main, c'est vraiment ça qui va les caractériser. Il ne faut pas oublier que les mousquetaires sont des gentilshommes à la base, donc c'est l'épée qui importe. Ils recherchent un peu la gloire, ils veulent démontrer leur courage, on recherche la gloire, et une absence totale de peur de la mort. Ils vont à la guerre comme une fête, c'est vraiment une fête, c'est un divertissement. L'idée c'est d'exposer sa vie, parce qu'en exposant sa vie, eh bien c'est le seul moyen d'acquérir de la gloire, et de la gloire pour son nom et pour sa famille. Tant pis si on meurt, c'est pas grave, c'est dans les canons, c'est ce qu'on va appeler cet idéal chevaleresque, magnifié, c'est les souvenirs des ancêtres chevaliers, magnifiés, idéalisés, et donc on veut revivre les exploits de Bayard, etc., Azincourt, hein, cette chevalerie française qui tombe sous les flèches ennemies, hein, mais bon, ça c'est pas grave. L'idée c'est vraiment de revivre la même chose, il faut éprouver son honneur en prenant tous les risques. Et donc, le fusil, c'est l'arme du lâche, c'est celle qui met à distance, c'est l'arme qui met à distance, alors que l'épée, elle permet de tuer au corps à corps, dans le blanc des yeux, on éprouve vraiment sa valeur. Et c'est durant la guerre de Hollande, la deuxième grande guerre de conquête de Louis XIV, la guerre de Hollande 1672-1678, que les mousquetaires vont vraiment confirmer leur réputation en multipliant les faits d'armes et les exploits guerriers. Alors 1672, c'est le fameux passage du Rhin. Les mousquetaires vont traverser le Rhin non pas en colonne, comme normalement ils devraient le faire, c'est-à-dire en rang serré pour avoir moins de prise au Rhin. Non, ils vont le faire avec plein de panache, complètement de manière insensée, ce qui va beaucoup déplaire à Vauban, en escadron, c'est-à-dire en 3 lignes, comme ça. Et ils vont traverser ainsi. Et il n'y en a qu'un qui va être emporté par les flots, mais un des mousquetaires dira il était arrivé la veille et il était fatigué. Il était fatigué, son cheval aussi. Donc, et ils traversent sous le feu hollandais, évidemment, sur l'autre rive. Pourtant, leur premier grand déploiement à la guerre, c'est au cours du siège de Maastricht, 1673, qui sonne à la fois comme un exploit, quand les mousquetaires vont livrer des combats acharnés aux Hollandais. Le siège est vraiment, enfin, les Hollandais opposent une défense acharnée, les mousquetaires vont finir quand même victorieux, mais au prix de lourdes pertes, y compris d'Artagnan, qui va donc tomber sous le feu hollandais. Le 25 juin, donc vers 13 h, on connaît parfaitement bien les conditions de sa mort, hein, je n'y reviens pas, ce n'est pas le sujet de la conférence ici, mais ils vont renforcer leur réputation donc de maître dans l'art de prendre les villes et d'atout dans la guerre de siège conduite par Louis XIV et par Vauban. Après les exploits de Maastricht en 1673, de Condé en 1676, les années 1677 et 1678 vont vraiment sonner comme un âge d'or pour les mousquetaires à la guerre, et ils vont y révéler en fait tout le caractère inconsidéré et dangereux pour eux-mêmes de leur mode de combat. Ce sont les années qui vont vraiment marquer leur âge d'or militaire. C'est le siège notamment de Valenciennes, 1677. Alors vous savez, un siège, ça prend du temps. La méthode de Vauban, c'est qu'on arrive, on fait une ligne de contrevallation et de circonvallation tout autour, ça prend à peu près une semaine, on se fait terrassier, etc. Puis une autre semaine va servir à creuser les tranchées d'approche, hein, pour s'approcher au plus près des fortifications ennemies et à couvert, on ne charge jamais à découvert, donc ça fait à peu près 2 semaines, et ce n'est qu'au bout de 2 semaines qu'on va lancer les premiers assauts, et à Valenciennes, pour vous donner l'exemple, ça a lieu le 17 mars 1677. Et au moment du premier assaut, l'idée n'est pas de prendre d'assaut la ville. C'est trop compliqué, il y a beaucoup d'ouvrages fortifiés. Si vous voyez les fortifications à Vauban, on a une demi-lune avancée, on a une demi-lune, on a un bastion, on a une contre-escarpe, on a plein d'ouvrages en ouvrage à cornes, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment de prendre jour après jour, comme une partie d'échecs, des ouvrages les uns après les autres. Et à Valenciennes, le but, c'est de prendre le premier ouvrage à cornes. Parfait. Les mousquetaires partent à l'assaut, ils sont souvent dès le premier assaut, et les mousquetaires gris à la droite, à la droite pour vous, c'est la place d'honneur, les mousquetaires noirs à la gauche, et les grenadiers au centre. Les grenadiers n'ont pas des grenades comme aujourd'hui, hein. Les grenades, c'est des bombes de 5 kg, que les grenadiers, choisis parmi les meilleurs, et les plus robustes, doivent courir sous le feu ennemi, arriver au pied des fortifications, lancer ces bombes de 5 kg, et ensuite seulement pouvoir se défendre. Donc c'est un combat extrêmement violent. À Valenciennes, le premier assaut va en fait voir très rapidement les mousquetaires victorieux sur l'ouvrage à cornes, et ils vont voir les Espagnols qui s'enfuient. Et ils vont les poursuivre.
comme ça, d'ouvrage en ouvrage, et ils vont se retrouver, donc on attaque du côté de la porte d'Anzinc, donc à Valenciennes il y a l'Escaut qui passe, le gros de la ville est d'un côté, le centre-ville est d'un côté, l'Escaut, et puis on attaque de ce côté-là, du côté de la citadelle, l'ouvrage à camp est pris, ils poursuivent, ils vont se retrouver au pont-levis, le pont-levis est levé, c'est pas grave, ils vont trouver un escalier dans l'épaisseur du mur, ils montent, ils se retrouvent sur le parapet, ils voient un petit ouvrage de consolidation qui relie à la ville, ils vont passer les uns après les autres dans la file indienne, ils vont se barricader dans une ville, ils vont tirer sur tout ce qui bouge, ils sont 40. Sans possibilité de repli. Le pont-levis est toujours levé. Et les ennemis vont se dire, ça y est, la ville est prise d'assaut. On bat la chamade, battre la chamade, ça veut dire qu'on se rend, parce que quand la ville est prise d'assaut, ça veut dire qu'on n'a plus moyen de négocier. Et là, c'est le cas, la ville est prise d'assaut, donc il n'y a plus moyen de négocier. Ils battent la chamade quand même. Et là, ils vont être consternés de voir que c'est seulement 40 mousquetaires qui auraient très bien pu être liquidés très rapidement. Pour Vauban, c'est épouvantable, parce que ça repose sur le hasard, ça a bien tourné. La ville, elle est tombée en 3/4 d'heure. Louis XIV, qui assistait au siège, se les fait redire par 3 fois, tellement il n'en revenait pas. En général, je vous dis, la ville, on pensait qu'elle allait tomber 3 jours après. L'idée, c'est d'accroître la pression pour forcer les assiégés à se rendre. Ben là, en fait, il n'y a pas eu besoin. 3/4 d'heure, c'était fait. C'est un exploit, mais c'est un exploit qui a coûté cher. Enfin, qui aurait pu coûter cher. Pour Vauban, c'est pas possible. Vauban, c'est la guerre arithmétique, tout est calculé, etc. Et donc, pour lui, il va vouloir canaliser de plus en plus la fougue des mousquetaires pour la mettre au service des intérêts du roi. C'est là on va passer des valeurs baroques de la noblesse, que les mousquetaires portent à la guerre de manière inconsidérée, à des valeurs plus classiques, à un courage mesuré, qui s'inscrit dans le service du roi, un peu dans ce qu'on va pouvoir qualifier par la suite le service de l'État. Et c'est ainsi que cet esprit mousquetaire va devoir de plus en plus être cadré. Ils vont poursuivre, ils vont doubler l'exploit à la bataille de Cassel, 2 semaines après le siège de Valenciennes. Ils vont combattre à cheval, et puis, non, à pied, non, oui, c'est ça d'abord, à pied. Ils vont laisser les chevaux dans un champ, puis ils vont entamer l'ennemi. Le but, c'est le choc initial. Les autres troupes reviennent, et ils sont tellement pressés de retourner au combat, de reprendre leurs chevaux et de faire une charge de cavalerie, qu'ils reviennent trop vite, les mousquetaires, et les troupes qui les suivent se disent, ah ça y est, ils ont été battus, ils commencent à reculer, parce que si même les mousquetaires sont battus, et c'est là qu'on va dire, ah, il faut continuer, là. Le choc initial est fait, vous finissez le travail, nous on va faire une charge de cavalerie. Et donc là on a le double mode de combat des mousquetaires, cette fameuse bataille de Cassel, où c'est le frère de Louis XIV, monsieur, qui commande, et qui dira à la fin de la bataille, il va résumer en fait le mode de combat des mousquetaires. Ils ont ébauché la victoire et donné le branle à toute l'affaire. En réalité c'est ça les mousquetaires. Ils ne sont pas nombreux. Vous voyez, c'est 300-400 hommes à la fois sur le champ de bataille, ils entament l'ennemi, on donne le choc, on casse leur morale, et comme ça, les autres troupes régulières derrière peuvent finir le travail. Sauf dans les sièges. Dans les sièges, là, c'est que quelques hommes qui partent à l'assaut, et c'est nécessairement moins de combattants. La même année, ils vont être jetés dans la ville de Charleroi, qui était en Belgique, qui était française, et ils vont endurer un siège en bonne et due forme, mais ça va galvaniser en fait les assiégés français, et résultat, ils vont faire des tas de sorties, et le Guillaume d'Orange et les Hollandais vont en fait lever le siège et vont partir. Cette seule année 1677 illustre les 3 utilisations tactiques des mousquetaires, les assauts dans les sièges, les charges à pied et à cheval dans les batailles rangées, et la défense d'une ville assiégée. Donc on est vraiment face à une troupe d'élite qui sert vraiment à tout, un peu comme la 101e aéroportée, enfin 82e et 101e aéroportée américaine pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment très similaire. 1678, siège d'Ypres, ils vont redoubler l'exploit, enfin redoubler, retripler, tout ce que vous voulez, redécupler l'exploit, en prenant d'assaut la citadelle d'Ypres. Ils sont à la droite, et à la gauche, on a une nouvelle unité de la garde du roi que le roi a créée, c'est les grenadiers à cheval, qui ont pour devise la terreur et la mort. Et croyez-moi, ce n'étaient pas non plus des enfants de cœur, mais à Ypres, ils vont accuser un peu le coup. Ils ont été créés d'ailleurs pour protéger les mousquetaires et pour limiter leurs pertes. Mais à Ypres, alors que les mousquetaires l'emportent sur le flanc droit, eh bien eux, ils vont commencer à reculer sur le flanc gauche. Donc les mousquetaires vont devoir passer du flanc droit au flanc gauche pour venir porter main forte à leur protecteur en quelque sorte. Et ils vont ainsi s'emparer de la citadelle d'Ypres. Donc c'est vraiment une arme redoutable dans la guerre de siège, mais ça pose de gros problèmes à Vauban, hein, puisque comme je vous dis, ils chargent de manière inconsidérable. Quatrième, voilà la gravure du siège d'Ypres. Quatrième mission, justement sur tous ces acquis, après la guerre de Hollande, Louis XIV ayant constaté de nombreuses lacunes parmi les officiers de ses troupes,
va décider de créer ce qu'on va appeler les premières voies de formation pour les officiers des troupes régulières. Alors, il va créer les compagnies avec Louvois, le secrétaire d'État de la guerre, les compagnies de cadets gentilshommes, qui vont être réparties dans différentes citadelles du royaume, citadelles frontières du royaume. Le but, c'est d'y recevoir les enfants de la petite et moyenne noblesse peu fortunés, et on va leur dispenser des cours de mathématiques, etc., pour apprendre à commander. Pour la haute noblesse, les fils de duc, on ne peut pas trop les contraindre à ça. Donc Louis XIV va créer une voie un peu tacite, non officielle, et c'est celle des mousquetaires. Et les mousquetaires vont servir d'école militaire pour la très haute noblesse. Et à partir des années 1680, enfin à partir de 1682 et surtout 1689, on va voir de nombreux jeunes gentilshommes entrer aux mousquetaires. Et notamment, et là vous avez, le roi donne l'exemple lui-même, c'est le jeune duc de Bourgogne. Alors c'est très symbolique, hein, il a 7 ans, donc et même pas 7 ans encore, il va défiler en mousquetaire avec les mousquetaires devant toute la cour. Le message est clair. Et Louis XIV d'ailleurs va dire, puisque, parenthèse, sous l'Ancien Régime, pour devenir officier, il faut acheter une charge. On paye pour être au service du roi. Et pour acheter sa charge, il faut encore avoir l'accord du roi. Et le roi ne va donner son accord qu'à ceux qui sont passés aux mousquetaires. Et donc on a des traces, ben voilà, le duc de Saint-Simon, par exemple, le fameux, ben voilà, il veut devenir officier, ben très bien, il va servir 2 ans aux mousquetaires. Et comme ça, on va avoir plein de jeunes ducs, de futurs ducs, etc., qui vont passer par les rangs des mousquetaires dans cette école, qui va fonctionner jusqu'à la fin du règne. Vous avez ces 2 portraits que je mets souvent en parallèle, où on a là un vieux mousquetaire, hein, en gros, qui symbolise ce mousquetaire de carrière, et puis ce jeune mousquetaire, un peu poupon, qui doit avoir 18 ans à peu près, qui va servir 2 ans avant de devenir officier ailleurs. Et donc on va avoir ces figures de mousquetaires instructeurs, en quelque sorte, et de mousquetaires, mousquetaires élèves, pardon, mousquetaires instructeurs, mousquetaires de carrière, et mousquetaires élèves qui vont passer. Il y a un roulement très important au sein de cette école de mousquetaires. La durée du stage est en moyenne, du stage, je vais l'appeler comme ça, de l'apprentissage est de 1 à 2 ans. J'ai fait les moyennes pour le 18e. En moyenne, on a 2 ans et demi, à la fin du 18e siècle. L'âge d'entrée, c'est entre 16 et 18 ans. Et au final, un maréchal de France sur 2 a débuté sa carrière au mousquetaire. Le maréchal de Richelieu, par exemple, au XVIIIe siècle, a débuté au mousquetaire. Et une des conditions d'entrée dans cette école, c'est l'argent. Le roi fournit le fusil, mousquet et fusil, la soubreveste, pas le reste de l'uniforme, qui reste aux frais des mousquetaires, et le logement, la caserne. Le reste, le cheval, l'épée, tout le reste est aux frais des mousquetaires. Quand on entre, on consigne 3-4 000 livres à la caisse de la compagnie, et on fournit ainsi les chevaux et tout le matériel. Et donc ces 2 portraits sont très intéressants. L'apprentissage est surtout empirique, c'est pas une école stricte, hein, il n'y a pas de cours de mathématiques, etc. L'apprentissage est empirique. Et ils vont se former sur le tas au siège de Mons en 1691, au siège de Namur en 1692, où là, justement, Vauban va structurer, va canaliser cette fougue des mousquetaires. Et l'école va se moderniser, et au milieu du XVIIIe siècle, quand le maréchal de Saxe va contribuer à la création de l'école royale militaire, eh bien les mousquetaires vont se spécialiser dans une école de cavalerie. Et on va construire des manèges auprès de leurs casernes. Vous voyez, je ne peux pas tout dire, hein, les casernes, je ne peux pas en parler, enfin, il y a plein de choses qu'on ne peut pas attendre. On fait un grand bond dans le temps, non pas qu'il n'y ait rien à dire sur les mousquetaires au XVIIIe siècle, mais il faut bien conclure cette conférence qui fait déjà depuis 1h15. Hein, désolé, je vais mordre un tout petit peu, on est à la fin. Les mousquetaires, donc, au XVIIIe, vont un peu surfer sur la réputation de leurs prédécesseurs. Leur courage et leurs valeurs sont pourtant intacts, mais ils vont peiner de plus en plus à s'imposer sur le champ de bataille, non pas parce qu'ils sont moins bons, mais parce que la guerre a changé. À partir du début du XVIIIe siècle, on va passer à ce que les Britanniques et les Prussiens vont imposer sur le champ de bataille, ce qu'on va appeler l'ordre mince, et les batailles rangées. Les sièges sont délaissés, on va passer au feu roulant et continu, c'est-à-dire qu'on va aligner des effectifs d'infanterie, c'est Barry Lyndon, hein, c'est tout ça, vous voyez dans ces films, le feu roulant britannique, qui maîtrise à la réflexion. Première ligne fait feu, un jeune terre, la deuxième ligne fait feu, la troisième, pendant ce temps-là, la première a rechargé, et là, c'est du carnage. D'autant plus que les généraux ne vont plus profiter de l'atout tactique que représentaient les mousquetaires, c'est-à-dire à pied et à cheval. Ils vont être cantonnés à un service de cavalerie lourde, alors même qu'ils étaient bons dans la cavalerie légère et dans les opérations commando.
Et donc de faire, et ça c'est la raison officielle avancée pour expliquer le licenciement. La deuxième, c'est qu'on est au début d'un règne, c'est Louis XVI, un jeune roi qui a apprécié de la population, il faut des réformes, alors que justement Louis XV avait fini son règne sur un sursaut absolutiste qui était très mal passé, il avait cassé le Parlement de Paris dont je vous parlais tout à l'heure, enfin bref, donc on veut faire des réformes, et il va embaucher plusieurs ministres réformateurs, dont le comte de Saint-Germain comme ministre de la guerre. Le comte de Saint-Germain, c'est un officier de carrière qui est à la retraite, c'est un Lorrain, et il est sorti de sa retraite, et lui, il déteste toute forme de privilège dans l'armée. Il veut favoriser le soldat, les troupes régulières, et donc inutile de vous dire que la maison militaire, ces grands gentilshommes qui occupent ces places qui coûtent bien cher, ça ne passe pas, donc il veut les réformer, et il va trouver dans sa tâche, quatrième raison, une alliée de taille, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, eh bien, en fait, elle n'apprécie pas le duc d'Aiguillon, qui est, alors, on est au début de son règne, c'est une jeune reine insouciante, futile, il faut dire ce qui est, hein, voilà, enfin bref, elle est assez insouciante, donc elle n'apprécie pas le duc d'Aiguillon, elle veut le faire renvoyer. Le duc d'Aiguillon, il est capitaine-lieutenant des chevaux légers. Et dans son idée, pour ne pas que ça passe pour une querelle personnelle, elle se dit, eh bien, on va faire supprimer toutes les compagnies rouges. Les gendarmes, les chevaux légers et les 2 compagnies de mousquetaires. Sauf que le duc d'Aiguillon, il est duc, et le capitaine des gendarmes, c'est un autre duc, le duc de Rohan-Rohan. Eux, ils ont des appuis à la cour. Les 2 capitaines-lieutenants des mousquetaires, ils ne sont pas ducs, ils sont de la noblesse, hein, c'est des comtes et marquis, mais ils sont moins puissants à la cour. Donc on va couper la poire en 2, les gendarmes, les chevaux légers sont maintenus à hauteur de 50 hommes chacun, les mousquetaires sont licenciés. Et donc vous voyez que voilà, les mousquetaires ont une petite dent contre Marie-Antoinette. Pour l'anecdote, le livre a été sélectionné pour le prix Château de Versailles du livre d'histoire, en concurrence notamment avec la biographie de Marie-Antoinette de Charles-Édouard Vial. Donc si jamais les mousquetaires remportent le prix, on pourra dire que c'est une sorte de petite vengeance des mousquetaires. Donc le 15 décembre 1775, une ordonnance licencie les 2 compagnies de mousquetaires et celle des grenadiers à cheval. Et le 23 décembre, une émouvante cérémonie a lieu dans les cours des 2 casernes. Très rapidement, les mousquetaires vont rester connus, sont toujours connus dans la population, bien sûr, hein, à tel point qu'en 1814, quand Louis XVIII monte sur le trône plutôt, il va rétablir en grande pompe, dans cette France post-révolutionnaire, toute la maison militaire sur son pied Ancien Régime. Alors, les 10 000 hommes sont rétablis, y compris les mousquetaires, et ce sont les seuls uniformes qu'on a conservés, qui sont obligés de l'armée d'ailleurs. Et donc, le succès est au rendez-vous, les jeunes gens affluent, non plus uniquement des gentilshommes, cette fois, mais des gens issus principalement de la bourgeoisie. Le peintre Géricault a été mousquetaire d'ailleurs à cette occasion, et il y a vraiment un succès phénoménal, l'ancrage du nom sous l'Ancien Régime. Là, en fait, les mousquetaires ont déjà un pied dans la légende. Toutes les valeurs qu'ils ont démontrées sur les champs de bataille, qui a fini par qualifier un peu finalement ce qu'on pourrait appeler l'esprit français, ces valeurs nobiliaires, pardon, je vais trop vite, ces valeurs nobiliaires se sont en quelque sorte démocratisées avec la Révolution, et ils sont restés attachés aux mousquetaires en 1814. Ce qui fait que, quand ils sont rétablis, tous les jeunes gens se disent « Ah, nous aussi, on veut partager leur gloire immortelle, etc. » Et donc, on va entrer aux mousquetaires, et on remet un peu au goût du jour ces fameuses valeurs qui finissent par qualifier ce que j'ai appelé un peu l'esprit français, la bravoure, le bravoure, courage, l'esprit de corps, l'entraide, le service du roi, plus largement le service de l'État, le service de la France. Tout ça, en fait, finalement, va se démocratiser, va se nationaliser, en quelque sorte. On est dans une France très romantique. C'est le romantisme qui prime. C'est pas pour rien que les romans historiques vont avoir un succès fou à cette période. Et le tableau de Valenciennes que je vous montrais, il est antérieur, donc on voit les mousquetaires à la guerre, il est antérieur, donc il est du 19e, il est antérieur à la publication des romans de Dumas. Quand les mousquetaires vont être supprimés en 1815, il y a plein d'opérettes, les mousquetaires au couvent qui vont apparaître avant Dumas. Donc quand il sort son roman, les mousquetaires sont bien connus. Donc vraiment, il y a un terreau fertile à cette époque, 1814, qui fait que les mousquetaires vont vraiment avoir un succès grandissant. On doit refuser du monde. Et on a des anciens, hein, dès qu'ils ont 80 ans, qui veulent entrer aux mousquetaires, mais là on leur dit non. Pour l'anecdote, alors je regarde toujours s'il n'y avait pas de membres du gouvernement, parce que la dernière fois à Grasse, il y avait Alain Juppé qui était là, mais il était parti quand je l'ai dit. Les mousquetaires, leur solde n'a pas bougé entre 1622 et 1775. Même solde, alors malgré l'inflation, et la plupart du temps, ils partaient à la retraite vers 80 ans. Et ça,
Ça, j'essaie de pas trop le vivre. Donc, les mousquetaires ont déjà un pied dans la légende. Alors, ils vont pas survivre aux 100 jours. Donc, vous connaissez l'histoire. Louis XVIII revient. Napoléon revient débarque un an après. Louis XVIII attend le dernier moment. Il s'enfuit de Paris avec toute sa maison militaire. Et sur la route de la Belgique, il se rend compte quand même qu'il est ralenti. Il va s'arrêter à Béthune. À Béthune, on abandonne toute la maison militaire. Lui, il continue jusqu'à Gand. Et la maison militaire, dont les mousquetaires, vont attendre là. Et ils vont attendre, et en fait, les armées impériales, les troupes impériales vont arriver, vont démobiliser les mousquetaires, vont récupérer le matériel, parce que c'est le matériel d'État, hein, l'uniforme, l'armement, etc. Et tout ça va être consigné. 1815, juste après, donc c'est la défaite de Waterloo, Louis XVIII revient et se dit quand même qu'une maison militaire sur le modèle Louis XIVien, avec un des relents d'Ancien Régime et d'absolutisme dans une France quand même marquée par des idéaux acquis de la Révolution, donc il décide de supprimer cette maison militaire au profit d'une garde royale beaucoup plus sobre, qui a beaucoup moins d'aspect absolutiste. Donc les mousquetaires vont être supprimés à la fin de l'année 1815, et cette fois définitivement. Ils ont un pied dans la légende, comme je vous le dis. Ils vont avoir le deuxième pied dans la légende en 1844, avec la publication des Trois Mousquetaires, qui vont vraiment remettre au goût du jour, là, et le succès est au rendez-vous. C'est dans le journal Le Siècle, hein, un chapitre par jour dans le journal. L'idée, c'est avec un petit, ce qu'on appelle cliffhanger, hein, que les scénaristes de séries aujourd'hui adorent, hein, c'est-à-dire qu'on va faire un petit happening pour attirer le lecteur et l'inciter à s'abonner au journal, hein, c'est le but, et ensuite, donc, ça va avoir un succès fou au début de l'année 1844, à tel point que le roman est publié l'année même chez l'éditeur Baudry. Donc, les mousquetaires, un corps qui a pris part aux grandes heures de l'histoire de France, l'histoire de l'Ancien Régime, surtout grâce aux multiples tâches qui étaient confiées, donc la garde du roi, le service de guerre, l'école militaire et la police politique. C'est un peu moins reluisant, mais malgré tout, ça fait partie de leur histoire. Le but n'est pas de renier ce qui est arrivé, hein, ce n'est pas le but de la discipline historique. En tant qu'école militaire, c'est vraiment ça qui a marqué le plus, hein, puisque quasiment... je les avais dénombrés, j'ai plus le chiffre en tête, mais je vous dis, ça fait énormément de jeunes rejetons de la noblesse qui sont passés dans les mousquetaires, hein, pour s'y former. À l'issue de la thèse, donc j'ai sorti aux éditions Talendier et en partenariat avec le ministère des Armées cet ouvrage qui reprend un peu la trame de ce que je vous ai dit, mais évidemment de manière plus détaillée. Ça correspond à peu près au chapitre préliminaire de ma thèse, puisque la thèse avait un chapitre préliminaire pour fixer les jalons, et la thèse en elle-même s'est attachée à étudier ce corps, le quotidien qu'ils sont, les différentes missions, etc. Mais d'un point de vue plus thématique, il fallait faire un premier livre et un autre qui suivront, un plus scientifique, si jamais ça vous intéresse. Et l'année dernière, on a également monté au château de Vincennes une exposition d'Artagnan et les mousquetaires du roi, qui a eu un immense succès, qui avait pour but de commémorer les 350 ans de la mort de d'Artagnan et accessoirement les 400 ans des mousquetaires, avec cette salle où on avait d'ailleurs imprimé au sol le plan du siège de Maastricht pour justement faire un peu de pédagogie et faire comprendre au public comment se déroulait un siège, ce que je vous ai brossé très rapidement tout à l'heure, un siège à la Bourbon. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si jamais vous avez des questions, je sais vous redire. Alors désolé, hein, ça a été mené un peu tambour battant là, pour 2 siècles d'histoire, mais bon. Ah, avec Patch. Est-ce qu'ils ont été logés à Fontainebleau? Ils ont servi plusieurs fois. Alors, le lieu de casernement des mousquetaires, c'était à Paris. Quand le roi était à Versailles, ils étaient à Paris. Sauf quand le roi allait à Fontainebleau. À ce moment-là, les mousquetaires noirs, la deuxième compagnie, étaient logés dans le village de Nemours et la première compagnie dans le village de Montereau. Et en fait, l'objectif, c'est de garder les routes qui mènent à Fontainebleau. Ah oui, je ne vous ai pas dit, hein, je ne peux pas tout dire, ils font partie de la garde du dehors. C'est-à-dire qu'ils gardent par le roi dans les résidences, ils le gardent dehors, donc dans ses escortes. D'où ce logement plus loin. Ils logent chez l'habitant, hein, à ce moment-là. Et on a des pages et des pages de choses très truculentes. Ce sont de jeunes gentilshommes, hein, un peu imbus d'eux-mêmes, donc les excès ne sont jamais loin pour abus de poisson, etc. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
ça n'est pas une question. Évidemment, il y a eu des centaines de films sur les Trois Mousquetaires. Et pas loin d'ici, à Saint-Loubès, il y a Max Linder, qui a été un des grands créateurs de films, qui a été copié par Charlie Chaplin, et qui avait tourné 3 films aux États-Unis, dont Les Trois Mousquetaires. L'. Oui, oui, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Les Trois Mousquetaires, il en a fait comme Les Trois Mousquetaires. Et alors, il a fait des jeux de mots. Tréville devait monter sur une pile de livres pour être derrière son bureau. Enfin, bref, c'est un film muet très, très amusant. Sur le roman de Dumas, quelle est la part de Dumas? 80%, 90%, 60%? Alors, et à part les deux, c'est pas respectif des deux autres. Normalement, le roman devait être signé des 2 noms. Affaire judiciaire, Dumas a récupéré la part, Maquet a été complètement écarté, et en réalité, Maquet faisait la première trame, et Dumas relisait, enfin retravaillait en ajoutant son style. Impossible de savoir lequel, on n'a pas gardé les papiers de Maquet, mais en gros, il y a vraiment des deux, dedans. Apparemment, c'est même Maquet qui aurait écrit intégralement 20 ans après. Alors, Dumas passait toujours derrière, hein, je n'enlève aucun mérite, je ne veux pas enlever de mérite à Alexandre Dumas, mais bon, j'aime bien. Auguste Maquet, c'est un professeur d'histoire-géographie, donc voilà, moi j'ai un peu, il a été dans les sources, etc., donc j'ai un peu de... Mais non, c'est toujours important de rendre à César ce qui est à César. Hein. On raconte qu'un des nègres avait dit à Dumas, je ne pourrais pas, le journal ne pourra pas paraître demain. Et finalement, le journal est quand même paru, parce que le nègre avait un nègre. Ah, ça, je ne connaissais pas cette anecdote. Moi, j'ai pas travaillé sur Dumas, mais je ne connaissais pas l'anecdote. Parenthèse, il y a un très beau film, vous avez peut-être vu, avec Gérard Depardieu et Benoît Poulvord, justement, qui montre ce duo Dumas-Maquet, ça fait l'autre Dumas, d'ailleurs. Mais je ne connaissais pas cette histoire. Par contre, Les Trois Mousquetaires, c'est pas Dumas, c'est pas lui l'idée, c'est l'éditeur, enfin c'est le directeur du journal Le Siècle qui a eu l'idée Les Trois Mousquetaires. Et que Dumas, en voyant ça, il a dit, mais les Trois Mousquetaires, ils sont 4, ça collera jamais. Il dit, mais si, vous allez voir, ça va susciter quelque chose, et voilà. Alors moi j'ai une question, vous nous avez décrit dans la façon dont les mousquetaires se sont battus de façon extrêmement brave et avec une réussite, une efficacité, par commando, vous avez dit. Alors est-ce qu'ils avaient, c'était sûrement des gens pour lesquels la vie ne comptait pas, mais est-ce qu'ils avaient quand même un entraînement, est-ce qu'ils avaient quelque chose qui leur permettait d'avoir cette efficacité au combat? Quand je disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut les comparer aux forces spéciales? C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on peut estimer qu'à l'époque, c'était en quelque sorte une corps d'élite? Mais est-ce que ça allait au-delà? Est-ce qu'ils avaient un entraînement particulier, des méthodes de combat qu'on leur enseignait ou qu'ils avaient développées? Alors malheureusement, les sources sur le quotidien dans les casernes, il n'y en a pas. Acharné, là, les pertes vont être vraiment très importantes. Mais à Valenciennes, par exemple, malgré le coup d'éclat et le caractère insensé, il n'y a pas de perte. Je crois qu'ils en ont perdu 1 ou 2, mais c'est tout. Donc le taux de perte est bas, sauf quand on passe au 18e. Et là, au 18e, les guerres deviennent... C'est plus la même guerre. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Avant qu'on va remercier... Non.